Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7e épisode de 7e fréquence. On est avec la team habituelle, mais on a aussi un petit nouveau. Manu, comment est-ce que ça va? Ah, ça va, tranquille. T'es en fac de cinéma, c'est ça? C'est ça. Un ami Avec de Romu. Romu. C'est Ok, ça. très bien. Et vous les gars, bon ça va comme d'hab? Toujours. Nickel. Bah ouais, toujours. Ok, bah écoutez, super. On va pas perdre de temps parce qu'on est un petit peu pressé. La formule a changé sur quelques trucs, mais bon, on vous le dira quand on y viendra. On va commencer par les news cinéma et par deux news qui sont tombées hier. On va commencer par The Batman. Just, ok, premier sur l'actus The Batman. Est-ce que tu sais de quoi je veux parler? Ouais, tu vas annoncer un nouveau personnage, un nouvel acteur qui a été casté et que Matt Reeves a annoncé hier sur Twitter. Voilà, tout à fait. Il s'agit de John Turturro en Falcone. Et c'est une très bonne nouvelle, encore une fois. C'est qui comme personnage Falcon, c'est le gros mafieux de Gotham, si tu veux. Ok. D'accord, je Tu te vois. rappelles pas de notre Dark Knight? Non, à vrai dire, c'est pas le personnage qui m'a le plus marqué. Mais... Ok, bah c'est c'est le premier ennemi quoi. Hein. Je crois que c'est dans Batman Begins, non? Ouais, c'est dans Batman Begins. C'est lui vraiment le gros mafieux qui gère un peu tous les problèmes du coup de Gotham parce que tout passe par lui et c'est un peu à cause de lui que la ville est dans cet état-là, en quelque sorte. Alors, la question que je me demande, c'est est-ce que son QG ça va être le bowling? Non, là il n'y a pas Big Lebowski pour interagir. Je vois bientôt la suite de Big Lebowski d'ailleurs, même si c'est pas le sujet. Ouais, carrément. C'est plus un spin-off, non? C'est un spin-off. Ouais, ok, ouais, un Centré spin-off, autant pour moi. Sur Jésus, je crois. Ok, bah écoute, très bien, ouais, tant mieux, hein, on verra bien ce que ça donne. Ouais, The Batman, là, le casting en ce moment qui est en train de grow up à toute vitesse, donc franchement, peut-être l'un des plus beaux castings qu'on aura vu ces dernières années, franchement. Ouais, non, mais j'avoue. Je pense ça que dit ouais, pas ça... Ouais, vas-y. Non, mais je dis ouais, je pense que là, ça va être assez sale. Je pense que... Il sort quand déjà exactement, celui-là? The Batman sort en 2021 En 2021. En 2021, donc ça veut dire qu'il va y avoir encore des gens qui vont mettre sur le casting et tout. Alors, pas mal de nouveautés, je pense. Donc, franchement, force à eux, ça va être fou. Il n'y a plus beaucoup de gens à caster, je pense, maintenant. On attend ça fait déjà beaucoup, là. Ouais, mais ils peuvent faire des changements entre-temps ou pas? Des changements, ils peuvent en rajouter, mais après, on attend. Il y avait la rumeur Matthew McConaughey qu'on attend. On ne sait pas trop si ça va être confirmé ou pas. Ouais. Mais en tout cas, celui-là, on l'avait pas vu venir. John Turturro, on l'avait pas vu venir, pour le coup. En même temps, Turturro, personne ne va jamais venir dans The Film. Hein. Non, c'est clair. Qui est d'ailleurs excellent dans The Night Of. Vous avez vu The Night Of? C'est une production HBO aussi. C'est la petite série qui était très bien. Ouais, c'est une dinguerie. Hein. On l'a vu ensemble. On l'a vu ensemble, tout à fait. Ouais, c'est trop bien. Je ne connais pas, j'avoue. Ok, bah je te recommande si jamais tu as l'occasion un jour. Et le premier épisode, c'est pas mal. J'ai pas vu les autres. Pas eu le temps. Ok, bah je te conseille de continuer aussi. La voiture Blade Runner, messieurs. Elon Musk qui annonce une Tesla Cybertruck. Comment dire, une annonce assez bizarre. Au début, j'ai cru que c'était une blague, moi. Puis en fait, ça a l'air tout à fait sérieux. Est-ce que vous avez vu le design de la voiture? Je l'ai pas vu, non. Ok, bon. J'ai vu la présentation en vidéo avec la musique de Mad Max, un des thèmes principaux de Mad Max, et j'ai vu ce qui s'est passé ensuite. Et c'est assez burlesque. Mais une voiture donc tout droit sortie du film Blade Runner en fait, tout simplement. Donc vous voyez à peu près les voitures comment elles sont un petit peu cylindriques dans Blade Runner. Bah, c'est exactement ça qu'il veut faire Elon Musk avec une voiture qui coûte un peu moins de $50,000, ce qui me paraît très accessible puisque c'est moins cher qu'une Tesla à l'heure actuelle. Donc franchement, bien joué à lui quoi. Sachant que toutes ces Tesla sont électriques il me semble et que la voiture embarque un espèce de système. Alors ça je sais pas, on sait pas encore les options si c'est optionnel ou pas. Mais un système de camping. C'est-à-dire C'est-à-dire que ta voiture, si tu sors le coffre et tout, tu as une cuisine en fait. Genre littéralement, tu peux faire un barbecue et tout. Et donc voilà. Là, c'est... Ah, mais clairement, Elon Musk, il s'arrête jamais d'inventer. Donc bien joué à lui qui continue. Sauf que j'ai vu la présentation du véhicule et il s'est tourné en ridicule. Elon Musk? Ouais. En même temps, une forme comme ça, comment pas trouver ça ridicule? Non, mais il s'est tourné en ridicule avec ce qu'il a présenté en fait. Il était en présence de son assistant et il a testé la solidité des vitres. Donc ils ont balancé une boule sur les vitres et vitres qui étaient censées être par balle, c'est ça? C'est ça. Ok, d'accord. Ça n'a pas marché apparemment. Ouais, bon, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais bon. En tout cas, là, pour le coup, on est vraiment dans Blade Runner. Donc, 2019, au final, c'est bien l'année qui était prédite à la base dans Blade Runner, hein, si je ne m'abuse. Ouais, c'était ça, ouais. Le premier, ouais, c'était ça. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a fait ça. En tout cas... Ouais, si elle est moins chère, c'est peut-être à cause des options. Il va peut-être en enlever et tout, peut-être aussi.
Ouais, bon, après, voilà, une Tesla, t'as toujours 28 000 options de toute façon et ça varie le prix. Ouais. Mais je crois que l'un des modèles de base, ça doit être 90 000 € pour une Tesla. Donc là, un peu moins de 50 000, il y a quand même une nette différence. Ouais. Enfin, même moi, je l'achèterai pas, mais ça restera quand même hors budget, hein, tout de même. Mais ouais, c'est cool. Ouais, tu sais, on n'est pas à l'abri que tu buzzes un jour et que tu sois multimillionnaire. Hein. Ouais, après, on n'est pas à l'abri que cette chaîne elle buzz aussi, tu vois, et que tu nous fasses croquer. Ouais, on n'est pas à l'abri, t'inquiète, on rincera un peu tout le monde dans ce cas-là. Allez, on va passer à la news suivante. David Fincher va réaliser... Oh, pardon, je reprends. David Fincher va réaliser une série préquelle de Chinatown, film de Roman Polanski, et ça a l'air... je sais pas quoi en penser, en fait. Et tu peux nous resituer un peu le contexte du film parce que... Chinatown, à mon avis, ça se passe à Chinatown. Oui, non. C'est une enquête policière. Ok, tu l'as vu, Chinatown, Manu? Il y a longtemps. Hein, ok, je sais tu te rappelles ou pas trop? avec Jack Nicholson. Ok. Cool. Je sais plus si c'est une disparition ou un meurtre, c'est quelque chose comme ça. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, donc... Ok. Bah du coup, deuxième série de David Fincher après Mindhunter. Là, pour le coup, il s'attaque à du gros morceau. Ouais, c'est une série. Ah, d'accord, je croyais que c'était un film. Et donc, okay. Non, c'est une série. Et donc, bah, voilà, il a l'air de vouloir continuer comme ça. C'est dommage, parce qu'au final, ces films, ils sont excellents. On pense à Gone Girl, c'est son dernier film en date, je crois. Donc, bah, écoutez, si vous se consacrez aux séries. Il est en plein tournage de son prochain film. De David Fincher ? Ouais. C'est quoi ? Du biopic de Mank, le scénariste de Citizen Kane. Tout à fait. On en a parlé il y a quelques semaines d'ailleurs. Ouais, on en avait parlé, tout à fait. Il est juste sur tous les fronts en fait. Hein. Ça qui est bien dans un sens. Ouais, mais après, bon, si ça lui laisse pas le temps de finir tout ce qu'il veut ou quoi. Tu vois, si ça repousse Mindhunter à 2028, bon, ça commence à être Mindhunter, ça l'a repoussé officiellement. On n'est pas près de la voir là. En même temps, à cause de la saison 2 de Mindhunter, ils avaient déjà annulé World War Z 2, donc bon, au bout d'un moment. Ah ouais, non, mais là, voilà quoi. Je pense que ça sera pas avant 2 bonnes années la suite de Mindhunter, du coup. C'est pour 2021. Moi, le truc qui me fait peur quand c'est dans aussi longtemps que ça, j'ai peur que les acteurs ils se désintéressent et qu'ils veulent plus jouer en fait. Oui et non, parce que les acteurs du cast là, de Mindhunter, tu vas pas me dire qu'ils vont être débordés parce qu'ils font quoi d'autre? Tu vois ce que je veux dire, du coup. Pour le coup, l'acteur principal ne fait rien du tout. Voilà, il fait rien du tout. Puis en plus, t'as David Fincher qui t'appelle. Je peux dire que t'attends et tu fais un peu le canard, quoi. T'écoutes ce qu'il dit et t'attends. Mais tu sais très bien que quand t'es acteur et tout, dans une série à succès ou un film à succès, des fois il y en a qui se disent ouais, j'ai envie de me concentrer dans le théâtre, des choses comme ça. Donc, ouais, mais là après, c'est quand même une série Mindhunter qui doit tourner assez rapidement. Je pense qu'il doit pas y avoir beaucoup de jours de tournage. Donc, et puis comme on dit, il est pas vraiment débordé, quoi, ce mec. Hein. Moi, je le vois dans rien d'autre. Le Macron là, je le vois dans rien d'autre que dans Mindhunter. Donc du coup, je pense que c'est pas grave, quoi, et c'est pas un problème. Et comme je te dis, t'as David Fincher derrière. Je pense que voilà, tu fais le canard, t'écoutes ce qu'il dit, et si tu dis t'attends non, voilà. Ouais, je croise les doigts. Hein. En tout cas, ça me ferait bien chier en tout cas. Mais c'est les mêmes acteurs dans chaque saison ? Ouais. Ok. Ouais. Mais d'ailleurs, on en avait parlé il y a un petit moment, mais Bong Joon-ho qui s'était dit chaud pour réaliser un épisode de Mindhunter. Donc ça peut être intéressant aussi. Ah, ça peut être top. Ouais. Ah ouais, donc, ça peut être top. Bah ouais, grave, complètement. Et qu'est-ce que tu voulais dire, Manu ? Je voulais dire en fait parce que Fincher, je pense qu'il réalise pas tous les épisodes non plus de Mindhunter, donc peut-être qu'ils peuvent... Si, il réalise tout. Ah ouais, tous ? Non, il réalise pas tous. Non, il réalise pas tout. Il semblait bien qu'il réalise pas tout ça. Il réalise souvent le premier, les deux premiers, le dernier. Ouais, les deux premiers, le dernier, ouais. Ok, d'accord, autant pour moi, je pensais qu'il réalisait tout. Bah ok. Bah, après, il est producteur, donc quelque part, il a son mot à dire aussi. Donc, Ouais, clairement, mais bon, ça lui prend pas tant de temps. Pendant qu'il fait des trucs, ils peuvent gérer Mindhunter pendant que lui, il fait ses trucs les trucs qu'il réalise, c'est ça que je veux dire. Ouais, clairement. Bon, ça a l'air de bien l'accaparer quand même, donc bon, on verra comment ça évolue. Par contre, une série Sin City. Est-ce que quelqu'un a vu les films Sin City ? Ouais, moi. Et alors, c'est comment ? C'est fou. À part peut-être, alors le deuxième épisode, je dirais qu'il est moyen, mais il reste quand même assez correct. Le 1, il est fou. Le comics, franchement, il est très très bon. C'est un roman graphique comme Watchmen, non ? C'est ça, t'as compris. Ouais. Même si j'ai un tout petit peu du mal avec le dessin de Sin City, mais ça reste quand même on va dire un livre de malade mental. Hein. Donc ouais, je conseille les films et la série. Écoute, ça peut me hyper, mais
Watchmen, je suis un petit peu déçu là, un peu là, des épisodes qui sont sortis. Donc j'ai T'as vu jusqu'à où? peur que ça me fasse. Je crois que je me suis arrêté à l'épisode 4. Faut que je mette l'épisode 5 et après il y a l'épisode 6 qui va sortir là bientôt. Ça reste bien, mais je sais pas, c'est pas du tout au niveau du film et j'ai peur que la série Sin City fasse de même. Ok, d'accord. Très bien. Bah moi en tout cas j'ai hâte parce que j'ai surkiffé le premier Sin City, j'ai adoré, pour moi il fait partie vraiment de mes films que j'ai vraiment aimé mais énormément. Le 2 j'ai bien aimé mais pas autant que le 1. Alors du coup par contre j'ai pas du tout lu le comics donc voilà, moi je me fie vraiment que ce que j'ai vu sur le film. Mais la série je suis confiant parce qu'il y a encore Rodriguez sur le projet donc du coup moi totale confiance et j'ai vraiment hâte de voir quelqu'un ça. qui soutient Rodriguez, c'est cool. Ah ouais parce que je me sens moins seul. Ah non, moi j'aime beaucoup Rodriguez et j'aime bien les mecs qui ont de la personnalité. Là, sa personnalité. T'as aimé Alita? J'ai bien aimé Alita. Ok, bon, déçu de pas avoir de suite alors. Non, pour le coup, non. Je m'en fous. J'ai bien aimé d'accord. Comme ça, mais s'il n'y a pas de suite, je m'en fous. Très bien, ok. Bah, ça fait plaisir de savoir que Robert Rodriguez, il a plusieurs projets en ce moment sur le feu. Bah ouais, mais le problème, c'est est-ce qu'il en a pas trop, quoi? Ouais, mais je me dis, faut pas qu'il perde de temps, il a 50 ans. Ouais, ça va, il a. Là, la série Sin City, il va y participer ou pas? Ouais, c'est lui en tête du projet. Ouais. En tant que producteur, ouais. De toute façon, il a toujours possibilité d'être pizzaiolo. Hein. Donc, ça déjà, c'est déjà pas mal. Ça va. Sin City, c'est un des rares Rodriguez que j'arrive à regarder plusieurs fois, donc ça va. Là, Romy, il le sait, j'aime pas beaucoup Robert Rodriguez. Mais bon, Sin City, pourquoi pas? En série, pourquoi pas? C'est particulier. Ouais, c'est sûr. Bah écoutez, on va encore parler d'une série, cette fois Netflix, un spin-off à Vikings qui s'appelle Valhalla, qui se déroulera 100 ans après la série originale. Est-ce que quelqu'un regarde Vikings? Non. Moi, j'ai pas regardé, mais j'ai vu qu'elle allait être sur Netflix. Il me semble. J'ai pas de bêtises. La série ou Vikings ou Valhalla? La série Vikings. Elle va être sur Netflix. Non, elle est sur. Elle va y être. Ah, ils vont la mettre, ouais. S'ils font un spin-off, ils vont mettre la série originale, je pense. Ouais, ça paraît logique. Ouais, parce qu'avant, elle était sur Amazon Prime. Enfin, elle est sur Prime Video, je crois. Mais là, j'ai vu un article comme quoi ça allait être sur Netflix. Donc, c'est quoi? C'est Netflix qui va la produire? Ouais, c'est Netflix qui produit totalement. Valhalla, okay. hein, ouais. Ok, bah écoute. Et du coup, toi, Joss, hypé? Pas du tout, parce que en fait, j'ai lâché la série en cours. Je crois que j'ai arrêté après la saison 4 ou 5. Sans spoiler, il se passe un événement un peu majeur dans la série. Et moi, je me suis fait spoiler, je suis un peu déçu pour ça. Ça m'a carrément coupé du délire, en fait, parce que, voilà. Enfin, je peux pas trop dire, mais. C'est pas la seule série où ça se passe, ça. Non, bien sûr. Puis en plus, tu sais que ça va arriver, parce que quand tu sais un peu historiquement, tu sais que ça va arriver, mais je m'attendais pas à ce que ça arrive aussi tôt. C'est-à-dire qu'après, ils fassent encore 2-3 saisons après cet événement-là. Ça, je ne m'y attendais pas du tout. Et moi, ça m'a coupé, quoi. Clairement, parce que Vikings, c'est une très bonne série. Franchement, c'est vraiment génial. Mais c'est quand même porté par une personne. Et voilà, quand il se passe certains événements, après, ça fait que ça peut te laisser de côté. Moi, ça m'a carrément, du coup, laissé totalement de côté. Donc, du coup, je ne regarderai pas la suite, pas le spin-off, je m'en fous. Après, sauf si tout le monde dit que c'est, voilà, si j'entends des commentaires, ça va me hyper forcément, si j'entends beaucoup de choses positives. Mais sinon, de base, voilà, je suis pas intéressé. La série, pour moi, elle est excellente. 4 saisons. Et après, pour moi, ça commence à baisser en intensité. Donc, voilà. Ok, d'accord, ça marche. Pourtant, ok, non, très bien, pardon, j'ai rien d'autre à dire. Ok, on continue. Bah ouais, on est parti. Joker 2, on sait plus trop sur quel pied danser. Officiellement annoncé, puis officiellement démenti par Todd Phillips. Qu'est-ce qui se passe en fait? Apparemment, le projet n'est pas en route. Non, mais je pense qu'on s'est très vite emballé en fait, parce que tout ça est sorti d'une rumeur il paraît que le studio, parce que c'est jamais le studio qui l'a annoncé officiellement que la suite était en préparation, on dit que... Ah non, c'était on dit que... Oui, c'est un reporter qui a dit de sources sûres, il prépare la suite, machin. Hollywood Reporter, en général, c'est une source sûre, c'est pour ça. Ils ont dû s'emballer après les milliards de dollars au box-office. Ça se trouve, la seule chose qui a été dite, en fait, c'était que potentiellement, c'est possible de faire une suite. Oui, voilà, c'est ça. C'est peut-être juste ça. Ils ont juste dit c'est possible, il y a des histoires qui est possible à le faire, mais rien n'est dit genre, allez, on va en faire une suite maintenant, en fait. Après, là, ce qu'on peut être sûr, c'est qu'ils vont le faire, parce que là, Todd Phillips, il a démenti qu'à l'heure actuelle, c'était pas encore fait. Mais clairement, il ferme pas la porte, quoi. Il dit, il faut encore qu'on discute, il faut encore qu'on voit certaines choses. Donc ça va se faire, c'est sûr, mais il va falloir patienter un peu. Moi, de ce que j'ai vu, tu disais officiellement, c'est pas en marche, quoi, le truc là. Hein. Non, oui, c'est ça, voilà. Officiellement, ça va finir par se faire. Mais ça va se faire, voilà. C'est pas signé officiellement. Avec toutes les thunes que ça a rapporté.
Ils vont pas s'arrêter là, je pense. Ah bah c'est sûr. Ouais, non, mais c'est sûr ça. Bah, c'est soit faut pas faire de suite, ou soit faut pas le faire tout de suite. Enfin, le faire aussi rapidement, ça serait forcément... Ils vont laisser mariner les gens. Ils vont attendre. On l'aura dans 3 bonnes années. 3 bonnes années. Ils vont laisser mariner les gens. Que les gens, tu sais, qu'il y ait l'attente. L'attente crée la demande crée l'attente. Ils vont faire mariner les gens. Ils vont le sortir et ça va encore. Ils vont peut-être finalement se dire que ça serait bien de l'intégrer au Batman de Matt Reeves. Non, je pense pas ça par contre. Toi, tu penses que ça va faire un standalone pur et dur? C'est pas possible niveau Robert Pattinson, vu l'âge qu'il a, tu peux pas le mettre avec. Il y aura un gros décalage au niveau de la timeline. Sauf s'ils sortent un Joker 2 plus tard avant Batman et un Joker 2 qui se passe dans quelques années. Et qui fait le lien avec Batman. Il y aura un écart d'âge bizarre parce que là, il a au moins 30 ans d'écart avec le petit Bruce Wayne. Et tu peux pas, d'un coup, ils ont plus que 10 ans d'écart. Il y aura un problème. Ouais, mais s'il reste 30 ans Arkham, tu vois. Ou 20 ans. Oui, mais même s'il reste 20 ans d'arrêt, après, alors ils vont le vieillir, peut-être. Ils vont vieillir. Tu peux le vieillir. Hein. Mais non, moi, je pense pas. Je pense que ça restera un projet indépendant, je pense. Et j'espère que ça restera un projet indépendant, d'ailleurs. À la fin du Joker, on sait pas, en fait, c'est dans combien de temps, en fait, que ça se passe. Ça se trouve, il s'enfuit plusieurs années plus tard quand l'autre est devenu Batman, parce que il dit des phrases un peu bizarres, le Joker, genre par rapport... Il s'est pas enfui pour moi à la fin de Joker. Hein. Ah, il s'enfuit pas, il se fait rattraper, juste il tue la meuf. Il essaie de s'enfuir en tout cas, mais il dit des phrases bizarres un peu, genre en mode j'ai un secret à vous raconter et tout, et j'ai l'impression qu'à ce moment-là, il va dire, enfin on le voit pas, mais j'ai l'impression qu'il va dire à la psychologue que Batman, c'est à cause de moi qu'il a été créé. Alors, je vois ce que tu veux dire, parce que le montage, je pense que voilà, ça peut être multiple. Parce que moi, je l'interprète pas comme ça, tu vois, ce passage. Et je pense que l'interprétation la plus commune de ça, c'est que depuis le départ, tout était dans sa tête, en fait. C'est ça. Puisqu'il a un peu le même dialogue avec la psychologue au tout début du film. Et pour ce que tu peux comprendre pour moi, c'est pas ce que je comprends, tu vois, parce que ce serait vraiment dommage que tout ça n'ait été que onirique et illusion. Donc je pense que ça s'est vraiment passé, mais c'est vrai que ça peut faire penser qu'il est à Arkham depuis toujours et que juste il imagine des trucs, quoi. En fait, pour moi, il a deux adversaires, le Joker. Il a la société et sa propre personnalité. Ouais. Ah bah c'est sûr. Ouais, c'est ça, ouais. Comme la plupart des fous, quoi. Ouais, c'est vrai. Et ben, on va rester dans l'univers super-héroïque et on va parler de la Snyder Cut de Batman versus Superman. Il y a pas mal de militants en ce moment, notamment Gal Gadot et Ben Affleck qui ont rejoint le combat. Tu parles de Justice League plutôt, non? C'est pas Batman vs Superman. Ouais, pardon, pas du tout. Ouais, excuse-moi, je parle totalement de Justice League. C'est vrai qu'il y avait Batman et j'ai fait un petit raccourci. Et donc Justice League, tout le monde veut voir la Snyder Cut et ça a l'air de bouger pas mal au début. À la sortie de Justice League, Warner avait officiellement dit il n'y avait pas de Snyder Cut. Maintenant que Ben Affleck et Gal Gadot s'y mettent, ça annonce quand même un petit peu de changement. Est-ce que vous voulez la voir? Ah bah oui, carrément, parce qu'il a été un peu évincé du projet, Zack Snyder, suite au décès de sa fille, si je me trompe pas. Ouais, il n'a pas été évincé, mais il a décidé lui-même de se retirer, ouais. Donc j'ai hâte de voir ça, parce que j'ai beaucoup aimé la première partie du film, mais vraiment c'est la deuxième partie qui gâche l'ensemble du produit, donc j'ai hâte de voir ça. Et pourquoi pas sur un steelbook pour Noël. Mais bon, je rêve un peu. Pour Noël, j'y crois pas du tout. Non, pas pour Noël. Ou Noël l'année prochaine. Mais voilà. Après, moi, j'aimerais la voir par contre. On n'est pas à l'abri que ça arrive en plus dans un truc genre style Netflix ou ce genre de choses. Hein. C'est même pas dit à 100%. Il pourrait se faire tellement de fric en le vendant comme ça, ça m'étonnerait qu'ils le mettent sur la plateforme. S'il lance HBO Max avec ça cartonne, c'est sûr. Ah oui, après, leur s'en servir de lancement pour un truc, oui, c'est vrai, remarque, c'est vrai. Tout comme, je crois qu'ils ont récupéré... c'est quoi, Big Bang Theory pour HBO Max, non? Friends. C'est Friends, mais je sais pas, Friends, c'est encore sur Netflix, donc je comprends pas. Enfin, ils ont récupéré Friends. Ouais, il me semble, HBO Max. Ils ont réuni les acteurs principaux pour tourner un épisode spécial, apparemment, pour le lancement de... C'est pas Friends, ça a rien à voir avec Friends, je crois. C'est quoi? C'est, je sais pas, je crois que c'est une réunion de casting, mais il me semble que ça a pas... Ou alors c'est une grosse interview, genre pour célébrer les 25 ans, je crois, mais c'est pas... Il me semble que c'est pas un épisode inédit ou quelque chose, c'est... Ah ouais, moi je pensais avoir compris que c'était un épisode spécial pour le lancement de la plateforme, justement. Ouais, je crois que c'est pour la lancer, mais... À la limite, je pense que ce sera un sketch ou quelque chose comme ça, mais pas un épisode de Friends, quoi. Okay. J'allais tout juste vous demander en plus qu'est-ce qui se passe avec Friends cette année, mais là vous venez de répondre, c'est les 25 ans. Parce qu'il y a des Lego et tout qui sont sortis sur Friends, c'est pour ça. Ouais, il y a Jennifer Aniston là qui avait lancé son compte Instagram, qui a fait je sais pas combien de millions en si peu de temps parce qu'elle avait. Ah ouais, clairement, tout le monde a bugué. Avec sa photo floue là. Elle ne peut pas prendre une photo. Bon, elle a encore un BlackBerry, on va pas en parler.
Mais donc HBO Max, moi, qui me fait que j'attends en fait, ça a l'air d'être un gros concurrent de plateforme de SVOD tout simplement. S'ils lancent leur série Game of Thrones, allez une Snyder Cut et qu'ils récupèrent Friends, la plateforme va cartonner, c'est sûr et certain. Ouais, mais eux, ils doivent avoir les boules de pas avoir sorti HBO Max à l'époque de la saison 7 de Game of Thrones, parce que j'imagine que les épisodes, quand ils vont passer en Amérique, ils iront en direct le lendemain, genre sur la plateforme, quoi. C'est un peu l'idée. Les spin-offs après de Game of Thrones. Après, je pense que si ça passe sur la plateforme, ça sort pas à la télé, tu vois. C'est la plateforme qui a l'exclu pour justement ramener le maximum de gens. C'est la plateforme. On pourra tous la regarder, mais je pense qu'ils ont les boules de pas l'avoir sorti à partir de la saison 7 de Game of Thrones. Je m'inquiète pas pour eux parce que ils sont quand même assez puissants, ils ont des idées et je pense que c'est sûr que s'ils avaient lancé avec la saison 7 de Game of Thrones, ça aurait été carnage, c'est clair, mais je m'inquiète pas pour eux. HBO Max va être lancé avec Westworld ou pas? Aucune idée. Mais par contre, ils ont récupéré récemment, ils ont retiré les Harry Potter de Netflix, donc à mon avis, ils vont atterrir sur leur plateforme. Ça aussi, ça va amener beaucoup de gens. Bah ouais, c'est sûr. Mais après, produire une suite peut-être. Ouais, moi, je pense qu'ils vont être. Moi, j'en suis persuadé qu'ils vont le faire, produire une suite. J'en suis persuadé. Moi, je peux vous le dire. Je peux vous le dire que quand Harry Potter ça arrivé sur Netflix, ça a été assez dingue parce que du jour au lendemain, il y a eu énormément de jouets qui sont arrivés, pas mal de produits dérivés qui sont arrivés en tout cas dans mon magasin. Donc en fait, le succès est venu au moment aussi où ils ont mis ça sur Netflix, que tous les gosses qui n'avaient jamais vu Harry Potter se sont mis à les regarder. Ouais, bon donc, après c'est les ont retirés un mois après quoi, donc. Ouais, mais tu vois, ça a suffi. Je te jure, ça a suffi. Ouais, ça a relancé. Ça a relancé la hype Harry Potter de dingue. Ouais, non, mais certes, mais après, voilà, Harry Potter, on sait très bien que c'est un gros concurrent à beaucoup de choses. Maintenant, voilà, si HBO Max, ça démarre avec Harry Potter, tu vois, je suis persuadé que ça va cartonner de ouf, hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'ils vont lancer aussi avec Westworld. Je sais pas pourquoi, je sais pas quand elle sort exactement la série, je crois l'année prochaine. C'est ça? Je sais pas, moi non plus. Je sais pas. Et c'est prévu en France, HBO Max ou pas? C'est compliqué aussi. C'est compliqué d'avoir des infos, hein. Bon, écoute, si jamais c'est pas en France, on utilisera un VPN, mais bon. Parce que pour l'instant, c'est OCS qui l'a, HBO. Ouais, c'est ça. Les trois quarts des séries, quoi. Après, je sais pas s'ils vont le lancer en France. Ah, ça serait dommage. Je sais pas. Disney+, ils ont fait ça et bon, ça leur a pas empêché de faire plus de 10 millions en 24 heures, donc. En plus, c'est possible que ça arrive en France, dans le sens où Game of Thrones, quand ça arrivait, c'était directement le lendemain sur OCS. En français en plus, hein. Donc c'est possible. Vu que la série elle a un gros capital sympathie, enfin que vraiment c'est beaucoup regardé, ils font le doublage en même temps pour la France et pour toutes les autres langues d'ailleurs. Et vu qu'OCS c'est français, tu peux le voir en français. Mais pour le coup, j'avoue, je connais pas trop le modèle économique de HBO Max encore. Mais je pense que ça va vite arriver en France, comme toutes les plateformes de SVOD. Ouais, enfin vite, regarde, pour Disney+, t'attends 5 mois, quoi. 4-5 mois. Vite, tout est relatif, évidemment. Mais... 5 mois, je demande rien, si t'attendais 5 mois. Non, mais je comprends pas pourquoi. Je rejoins Jay, je comprends pas aussi. Je sais pas non plus. Franchement, c'est vraiment. C'est une erreur, ça, d'attendre aussi longtemps, parce que, mine de rien, regarde le nombre de gens en France qui ont vu The Mandalorian, regarde le nombre de gens qui l'ont vu sans du coup avoir Disney+, parce qu'on peut pas l'avoir. Pour moi, c'est une énorme erreur de le sortir 5 mois après chez nous. C'est débile. Alors une question, répondez à tour de rôle. Est-ce que vous seriez abonné à Disney+? Bah totalement. Moi, dès le premier jour, je serais abonné. Hein. Moi, non. Moi, je ne serais pas abonné, ça fait... Moi, pour les vieux trucs, pas pour les nouveaux. J'ai Netflix, comme tout le monde, et ça commence à faire un peu cher, quoi. Vraiment... On reparlera de Netflix dans une autre émission, d'ailleurs, mais bon. En fait, voilà, là, tu as dit un truc intéressant, Romus, c'est je dis non comme ça direct, pas parce que Disney+ m'intéresse pas, même si je suis pas emballé de ouf, mais c'est surtout qu'au bout d'un moment, je suis pas millionnaire, quoi. Toi, il faut payer Netflix, il faut payer Prime Video, il faut payer OCS... les gars, on paye la redevance télé 150 balles par an. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Au bout d'un moment, regarder la télé, ça coûte trop cher. Tu devrais faire un abonnement groupé avec plusieurs plateformes. C'est pas le Fromba, ils sont en concurrence. Oui, c'est ça. Ça fait un peu comme les droits télé concurrentiel ou je sais pas quoi. C'est un Canal+ et Netflix, ils étaient en concurrence avant et. Ouais, mais ils font pas le même truc. Canal, ils misent surtout sur. Là, c'est pas pareil. C'est juste deux trucs qui peuvent pas tout réunir parce que sinon il y a des lois d'anti-concurrence, je sais pas quoi. Enfin, c'est du légal après. Mais après, il y a des opérateurs qui proposent quand tu payes ton abonnement par mois, ils te proposent de t'inclure un abonnement. Canal, Netflix et Amazon. Et voilà. Non, mais de toute façon, les gars, je vais vous dire un truc. Disney+, on l'aura tous parce que Jay, il a dit qu'il le prenait direct. Et ben voilà. On va lui piquer. Franchement, moi, tu vois, il me le propose, je lui dis non, quoi.
Rien à secouer, franchement, rien à secouer. Pourquoi ? Parce que Disney. Parce qu'il a Apple TV. Le cornichon. Et oui, il est trop occupé à regarder ces 3 séries sur Apple TV. Tu vois pas. Franchement, les gars, The Morning Show, c'est au-dessus de tous les films Disney. La vérité, regarde The Morning Show. C'est 1000 fois mieux que The Mandalorian, gros. Mais t'aimes déjà pas les dessins animés Disney, c'est sûr ça va pas te faire apprécier Disney. Là. Non, mais The Mandalorian, tu vois. Mais Mandalorian, c'est top, mon gars, moi, j'adore. On va en parler après, d'ailleurs. J'ai apprécié à partir du 2e épisode, mais ouais, on en parlera après. Ok, bon. Très bien, on n'a qu'à passer à la suite. Du coup, la Snyder Cut, c'est oui pour la majorité d'entre vous. Ouais, on va manifester aux États-Unis là, pour la voir. Ouais, 2 séries renouvelées, une saison 2 pour Black Summer, que personnellement j'avais trouvé nul, mais vraiment nul, Black Summer, pour le coup. Ridicule, vraiment, tout le monde a adoré. Stephen King, je crois. Je crois que c'est Stephen King qui avait dit que c'était vraiment exceptionnel et tout. Mais lui, il aime tout. Hein. Ouais, il aime tout, voilà, mais on en avait déjà parlé de lui, c'est un peu le problème. Mais je pense qu'il lui donne un chèque pour qu'il dise c'est super, comme ça monte la hype. C'est possible. Bon, maintenant, faut qu'il s'arrête parce qu'il perd un peu toute crédibilité, le pauvre. Donc c'est dommage. Une saison 2, quelqu'un a vu Black Summer ? Non. Je sais même pas de quoi on parle. C'est une série de zombies. Et alors, le premier épisode ? J'avais pas aimé du tout. T'avais pas aimé ? Non, j'ai proposé la série à mon père aussi. Et... il a arrêté au bout d'un épisode, il a trouvé ça ridicule. Ouais, tu m'étonnes. Bon, c'est écrit avec le cul, franchement. Bon, je vous déconseille de regarder perso. Après, il y a beaucoup de gens qui ont aimé, donc faites-vous votre propre avis à l'occasion. Par contre, comme The Witcher, Le Seigneur des Anneaux renouvelé pour une saison 2. Là, pour le coup, on est vraiment longtemps avant la publication. Ouais, là, c'est clair que... complètement confirmé. Maintenant qu'ils ont acquis des droits en même temps. Il n'y a rien d'étonnant dans le sens où ils ont payé. Ça a coûté cher. Bah ouais, voilà. Coûté cher. Là, ils ont misé vraiment là. Bah, c'est sûr. Ça veut dire qu'ils sont sûrs de ce qu'ils vont proposer aussi. Hein. Ça veut dire que quand ils ont payé, mais en même temps, ils n'auraient pas payé aussi cher s'ils n'étaient pas sûrs de ce qu'ils allaient proposer. Mais après, ça n'aurait pas été les premiers à se viander en mettant du fric sur quelque chose. Ouais, mais là, je pense qu'avec la différence de, par exemple, The Mandalorian, la différence, c'est que là, à mon avis, ça va pas être vide. Tu vois, il y aura pas des scènes avec 2 figurants derrière. Ça va, à mon avis, cette série, ça va envoyer. Et là, on va voir l'argent. Tu vois, je pense que là, sur celle-là, on va vraiment voir l'argent et l'investissement qu'ils ont fait parce que. C'est incroyable. Et est-ce que ma question, ils vont mettre, vous pensez, la sortie de la série avec les films en même temps qu'on pourra voir sur la plateforme? Est-ce que ça serait un risque ou je sais pas comment vous le voyez ça? Ben, ils ont acquis les droits de. Non mais d'accord, mais le fait de mettre les deux en même temps. Ouais, non mais justement j'allais y venir. Donc ils ont acquis les droits de la licence Seigneur des Anneaux pour 250 millions de dollars. Donc je pense qu'il y aura le Seigneur des Anneaux en amont de la série et ça permettra aux gens de se remettre un peu cet univers en tête avec peut-être le Hobbit aussi, je sais pas. Et vous pensez que ça va pas desservir justement la série, le fait que c'est quand même de qualité. Je pense que la série elle est ambitieuse quand même, donc ils vont. Je sais pas. Je crois qu'ils ont Bayona derrière, il me semble. Ils ont quoi? Il y a Bayona qui va bosser dessus. Antonio Bayona, je crois qu'il va bosser dessus sur la série. Ouais, carrément. Ouais. Je crois qu'il va faire le pilote au moins, je crois. Donc je pense déjà ça va. Parce que je pense que les films du coup ça va remettre dans le bain quoi. Ça va nous remettre dans l'ambiance. Ok, d'accord. Ouais, ça paraît logique. Ouais, mais je pense ça aussi, mais dans ma tête, je sais pas pourquoi je me dis, est-ce que ça va pas desservir? Les gens vont se dire, ça sera jamais au-dessus de Seigneur des Anneaux classiques, les films et tout. Voilà, tu vois, il y a des gens comme ça aussi qui sont puristes. Non, mais je pense que c'est logique qu'ils mettent les films avant, et je pense que c'est assez logique, assez intelligent de faire ça, et je pense que ça va envoyer vraiment du très lourd, je pense. Il faudrait qu'ils balancent les versions longues aussi, ça serait cool ça. Ah ouais, quand même. Peut-être. Bon bah écoutez, on a fini avec les news, on va passer au trailer de la semaine. On va commencer par l'appel de la forêt, avec Omar Sy et Harrison Ford notamment. Ouais. Moi je sais pas comment dire les gars. Pourquoi t'as cité Omar Sy en premier déjà? Omar Sy parce que en France. Harrison Ford quoi. Ouais, parce qu'en France c'est l'élément de communication. Omar Sy, moi je fais juste la com de la série. Ok, d'accord. T'es vraiment vendu toi. Moi non, je m'intéresse pas toi donc. Mais moi, honnêtement, ça m'intéresse beaucoup. Par contre, j'ai beaucoup de mal avec les effets spéciaux du chien. Ah putain, merci. Ouais, c'est ce que je note en premier. C'est quoi cette laideur? Mais par contre, c'est vrai que le film, je sais pas, il m'intéresse. Ça a l'air d'être assez épique. Ça ressemble un peu à un Ben et Sébastien, mais à l'américaine. Je sais pas, ça a l'air d'être sympa. Je sais pas si c'est bien. Mais ça m'a donné envie de regarder. Mais c'est vrai que mais moi, c'est trop compliqué de prendre un vrai chien pour tourner un film. Parce que là, la gueule du bordel, c'est épouvantable. Hein. Mais là, c'est impossible à faire avec un vrai chien. C'est ce qu'ils ont fait là, c'est Tu impossible. peux faire qu'il y ait 2-3 scènes que tu prennes en image de synthèse, je veux bien, mais même le chien qui marche, tu n'es pas obligé de prendre une image de synthèse en plus qui est dégueulasse quoi. Mais franchement, j'ai trouvé ça abominable.
Bah, moi, je juge sur le fait qu'on a réussi à faire la planète des singes, le 2 et le 3, là, Suprématie. Je pense que on est capable de. Ouais, mais on est quand même capable de faire. C'est un seul chien à faire. Hein. On est quand même capable de faire un chien réaliste. Et moi, il y a un autre truc que j'ai noté, et c'est pas la première fois que je pense ça. Omar Sy, il faut qu'il arrête de se doubler. Parce que je trouve que c'est une catastrophe quand il se double à chaque fois. Et dans les quelques films américains qu'il a fait, il s'est toujours doublé. Attends, mais c'est légal ça? Non, mais je veux dire, Omar Sy se double. Mais c'est dégueulasse. C'est immonde. Mais dans X-Men, il se double pas, par exemple. Si. Je me rappelle plus, mais si je crois, Jurassic World, il se double, là, il se double. Mais dans X-Men, il parle pas beaucoup en même temps. Hein. Je crois pas qu'il parle des masses. Hein. Mais c'est horrible, quoi. Putain, c'est épouvantable. Mais dans les films américains, de toute façon, il apparaît quoi, 5-10 minutes? Oui, c'est pas. Mais c'est Jurassic World. Ouais, mais c'est normal qu'il se double, t'imagines? C'est qu'en France qu'on va l'entendre comme ça, et nous, on se reconnaît à Omar Sy avec ça rend mal. Ça, je suis d'accord. Du coup, ça, je dis, je comprends pourquoi, mais je trouve que c'est épouvantable. C'est ça l'affaire, ça, non? En France. Non, des fois, il y a Jean Reno aussi, il le faisait. Et des fois, Cotillard aussi. En général, ils le font. Hein. Enfin, ils se doublent même en général. Dans Batman, c'est elle qui se double. Et Inception aussi. Bah oui, c'est elle. Hein. C'est totalement ça. C'est les films de Nolan, ça. Ouais. Ok. Bon, voilà. L'appel de la forêt, ça sera sans moi. Bah après, honnêtement, moi, Omar Sy, quand même, j'ai beaucoup d'admiration quand même pour lui. J'aime bien ce qu'il est devenu, j'aime bien tout ce qu'il a réussi en fait dans sa vie. C'est fou. Moi, je respecte, mais j'aime pas l'homme. Voilà, c'est ça. Je sais pas, j'ai rien contre lui, on va dire. Et on n'est pas dans une mode, excuse-moi, on n'est pas dans une mode un peu animalière, j'ai envie de dire, avec Dolittle, l'appel de la forêt. Y a pas oui, c'est familial, c'est mignon, quoi, mais oui, peut-être. Ouais. Après, on sait que les animaux, ça marche. Hein. Tu sais, ça appelle la ménagère, comme je dis souvent. Ça appelle la famille. Tu vois, ça marche. Hein, tu vois, c'est une belle histoire. Ça marche. Ça me fait penser. Il y a un film que je regardais en boucle quand j'étais petit. Je me rappelle plus du nom. C'est 2 chiens et un chat qui se perdent dans la forêt, qui perdent leur famille et qui retrouvent un voyage extraordinaire ou quelque chose comme ça. Garfield, génial. Non, pas Garfield. Non. Mais bon, bref, en tout cas, ça marche. Ça appelle à la famille. C'est mignon, c'est joli, mais je pense que moi, perso, je suis pas du tout la cible. Pas du tout. Ok. Manhattan Lockdown. Oh putain. Bon, bah vas-y, dis-nous ce que t'en penses, vu que t'as l'air d'apprécier. Non, mais il y a des bandes que j'ai beaucoup aimé, mais là, tu me fais les deux que j'ai le moins aimé. Donc, bah, du coup, désolé, mais j'ai trouvé ça ultra basique, pas intéressant, et je m'en fous déjà. Ok. Est-ce que le film, il est pas sorti depuis quelques mois aux États-Unis? J'en ai pas la moindre idée. Parce qu'aux États-Unis, j'ai vu la bande-annonce, enfin, pas aux États-Unis, mais en France, j'ai vu la bande-annonce de 21 Bridge. Et je ne sais pas si c'est le même projet. Bonne question. Voilà. Parce qu'il y a les frères Russo derrière les 2 projets, mais je sais pas vraiment si c'est le même ou pas. Bonne question. Par contre, c'est fou, dès qu'ils sont derrière un projet, les frères Russo, ils sont obligés de prendre un acteur du MCU. Incroyable, ça, non? C'est la famille, hein. C'est qu'ils veulent bosser avec eux. Ouais, enfin, certes, mais bon. Et bon, bah, on n'a qu'à passer, à moins que tu aies un truc à dire dessus, Manu. Ah, mais tu l'as pas vu, excuse-moi, c'est vrai. Du coup, j'ai pas regardé j'ai pas eu le temps de regarder les trailers. Ok, non, autant pour moi. Ben, passons à Hunters, Al Pacino, Amazon Prime Video. Ça a l'air bien. Ah, la grosse série de... ouais, pardon. Ah, vas-y. Ah, ok. Je vais recommencer. La grosse série d'Amazon Prime Video du début d'année 2020. Moi, je suis hypé depuis le début. Produit par Jordan Peele avec Logan Lerman. Al Pacino. Tu m'en avais parlé, ouais. Et je l'attends vachement. Bah, de toute façon, j'attends toutes les grosses séries sur Amazon Prime Video, comme Undone, The Boys, etc. Et franchement, ça a l'air d'envoyer du lourd. Il balance pas trop d'infos sur la série dans la bande-annonce, donc c'est assez mystérieux et ça donne envie. Voilà, moi c'est ce que j'allais dire, c'est que j'avais entendu parler du projet, mais je savais pas du tout de quoi ça parlait. Donc du coup, tu vois, pour l'émission, on a dû regarder la bande-annonce et tant mieux, ça m'a rendu service. Par contre, le problème, c'est que la bande-annonce m'a pas du tout donné envie. Alors, comme tu dis, ça reste assez mystérieux. On ne sait pas trop de quoi ça va parler, enfin, assez brièvement. Ça ne m'a pas donné envie. Par contre, je vais regarder pour 2 choses. Comme tu as dit, Al Pacino, obligé de regarder. Et Amazon Prime Video, les séries qu'ils font, en principe, ça me plaît. Donc, pour ces 2 choses, je vais regarder. Mais je trouve que la bande-annonce, elle n'était pas très vendeur. D'accord. Je suis d'accord avec Joss, ouais. C'est vrai que la bande-annonce n'était pas dingue en soi. Mais Al Pacino, à l'encontre de Niro, je trouve que c'est quelqu'un quand même
qui a fait quasi que des bons films, quoi. De Niro, il a fait quand même quelques mauvais films en soi, hein, surtout ces films de comédie que je suis pas très fan. Ouais, Al Pacino, quoi. Donc pour moi, on arrive sur du lourd, mais c'est vrai que la bande-annonce donne pas trop envie. Mais bon, est-ce que c'est fait exprès de pas trop nous en donner, on va dire. Donc, pour une fois, on va pas se plaindre. Ouais, exactement, pour une fois. Tout à fait. Là, il y a vraiment rien du tout, là. On sait pas où on va, en fait. Mais bon, pourquoi pas. C'est vrai que la bande-annonce, elle est assez mal faite. J'ai préféré le teaser. S'il y a eu un teaser de 20 secondes avant la bande-annonce. Ouais, mais est-ce qu'on leur a pas donné très peu d'images pour faire la bande-annonce aussi? Ça peut être possible, tu vois, pour pas trop spoiler et tout. Ça, c'est... Je sais pas. Je sais pas comment ça se passe pour les bandes-annonces. Soit ils en donnent trop. Soit ils en donnent trop, genre style Bad Boy, et tu sais tout ce qui va se passer dans le film. Voilà. Ou soit t'en donnes très peu et ça donne une bande-annonce. Je pense que c'est le modèle de Amazon Prime Video de pas trop en dévoiler. Quand tu regardais la bande-annonce de The Boys, tu vois, il n'y a rien, tu vois, à part la première scène du film presque. Donc, franchement, pourquoi pas. Ouais, c'est possible. Bon, il y a Jordan Peele derrière. Hein, donc, oui, certes, mais il y a aussi Jordan Peele derrière la 4e dimension et au final. Ouais, moi, Jordan Peele, je suis pas très fan, donc c'est pas lui qui me donne envie de regarder la série. Ben, passons à Freaks. Ah. Alors ça, qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, il y a un truc qui m'a marqué en premier. C'est les gens trouvent que ça ressemble beaucoup à Stranger Things. De ouf. Ouais, il y a beaucoup de trucs de similitudes. Pour moi, en non. fait. Bah si, tu vois le truc quand elle saigne de l'œil, bah c'est comme si tu saignais du nez en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, enfin à ce moment-là, elle tombe, elle saigne du genou, c'est comme si elle saignait du nez, tu vois. Je veux dire, au bout d'un moment. Ça m'a plus fait penser à X-Men, moi, qu'à Stranger Things, tu vois. Bah X-Men est l'une des influences principales. Bah ouais. Je pense qu'il y a ça. Je pense qu'il y a ça et il y a un peu de Stranger Things parce que c'est quand même bizarre. C'est une petite, c'est une gamine, c'est ça. C'est une fille. C'est ça. C'est une petite gamine et pareil, elle a des pouvoirs et puis elle saigne. Tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, ils auraient pu prendre un homme aussi, mais il y a que deux sexes différents, tu vois. On aurait pris un homme, c'était qui? Son père aussi, il avait ce pouvoir, quoi. Il n'y a pas qu'elle qui a ce pouvoir, hein, de ce que tu comprends dans la bande-annonce. Bah oui, il n'y a pas qu'elle, il y a d'autres enfants. Il n'y a pas qu'elle en plus, quoi. Donc bon. Non, mais ça j'ai bien compris. Mais si tu regardes bien, dans Stranger Things aussi, elle n'est pas toute seule. Hein. Non, mais je vois pourquoi. C'est vrai que il y a une similitude avec Stranger Things. Pouvoir, tu saignes du nez, tu saignes de l'œil ou tu saignes du cul, oui, ça fait une similitude, c'est sûr, mais ça fait une similitude après, tu sais, tu peux dire ça après de tous les films où il y aura une fille héroïne ou un truc, bon, bah, une similitude, moi, tant que c'est bien, je m'en fous. Exactement, voilà, c'est ce que je voulais en venir. Voilà. Ce qu'on demande, ça peut être très bien. Et j'ai trouvé la bande-annonce très intéressante, d'ailleurs. Exactement. Bah, le film fait son petit bout de chemin, il est passé en festival et depuis, il a l'air de très bien marcher, tout le monde a l'air de l'apprécier. Et c'est un film Ashton Kutcher qui fait de plus en plus de films indépendants, il me semble. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était dans The Gender Identity. Mais il n'y a pas Ashton Kutcher dedans. Non, il n'y a pas Ashton Kutcher dans le film, les gars. C'est celui d'Into the Wild, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est autant pour moi, ouais. C'est bien ce que j'allais dire, ouais, parce que c'est Emily Hirsch aussi dans The Gender Identity, non? Ouais, oui, c'est ça. Ouais, d'accord, bon, bah, c'est la même tête d'acteur, c'est juste pas le même nom. Et il est prévu qu'il sorte en salle, le film? Ah ouais, c'est en salle. En France, c'est prévu? Ouais, ça sortira après. Il va être très mal distribué. À mon avis, moi, je le verrai pas, vous peut-être, mais c'est prévu qu'il sorte en salle, ouais. D'accord, ok. Parce que c'était bizarre comment ils ont dit à la fin, tu vois, ils ont pas dit de date, je sais plus ce qu'ils ont dit. Ouais, non, mais c'est normal, c'est sur tous vos écrans. Ouais, voilà, sur tous vos écrans. C'est pour ça que après, ça fait un peu comme The Lighthouse qui sort bientôt là chez nous en France. Ça fait des mois qu'il est sorti aux États-Unis, qui marche bien. On savait pas, et on a une date de sortie que ça fait quoi? Plusieurs semaines qu'on a une date de sortie en France. Et je pense que ce sera un peu pareil. On va savoir un mois avant que le film sort et il sera très mal distribué. Après, The Lighthouse, le réalisateur, il a du background, tu vois, il a déjà fait un film, il a cartonné dans le genre. Oui, mais regarde, il y a encore 2 mois, on savait pas quand est-ce qu'il allait sortir chez nous, quoi, tu vois. Alors que ça fait des mois qu'on en entend parler. Mais ouais, voilà. Ouais, c'est tout, ouais. On n'avait pas de date de sortie ni rien. Ouais. Bon. En France, c'est des films qui marchent pas trop. Hein. C'est un public de niche, mais. Ah, le cinéma de genre, c'est un public de niche, clairement. Après, Freaks, ça a l'air d'être bien plus accessible que The Lighthouse pour le coup. Hein. The Lighthouse, franchement, il faut s'accrocher, je pense. Hein. Mais moi, j'aime bien le côté audacieux de. C'est ce qu'il avait fait avec The Witch déjà, donc. J'ai pas encore vu. C'est ce qu'il avait fait avec The Witch, c'est le réalisateur de The Witch, qui est excellent, mais voilà, c'est franchement très très compliqué d'accès. Ouais, mais Freaks, ça a l'air un peu plus. Enfin, comme tu dis, plus accessible et plus grand public, je pense. Ah, mais clairement. Et moi, ça me donne moyennement envie en salle. Enfin, c'est pas le genre de film que j'irais voir en salle. C'est un film à petit budget, en fait. Voilà. C'est ça le truc. Moi, ce côté indé, je préférerais le voir
sur Netflix ou sur Amazon. S'il y a un petit côté un peu indépendant, je sais pas. Il y a un gros côté, quand t'as pas de sous, c'est forcément indé. Donc bon. Mais ouais, en parlant de sorties, justement, on va passer aux sorties et au visionnage de la semaine. Le 27 novembre, qu'est-ce qu'il y a, messieurs? The Irishman. Ouais, t'as un peu raccourci le nom, mais c'est exactement Richman, j'allais le dire. C'est pas The Irishman. si, t'as dit The Richman, donc bon. Non, parce que je dis avec l'accent, les gars, si vous êtes pas bilingue, putain, dégoûtez pas. Moi, j'ai entendu tout sauf un accent, là. The Irishman. The Irishman. Ou si tu veux, je te dis The Irishman, mais putain, comme tu veux, mais... Non, t'inquiète. Je vais le mettre au milieu et je vais en parler en premier. Ah, ok. Je n'ai zéro hype, zéro attente, mais je regarderai le film Day One parce que c'est Scorsese. Mais franchement, je m'en tamponne le coquillard des films de gangsters. Et t'as vu la dernière bande-annonce qui est sortie cette semaine? Non, je l'ai pas vu parce que ça va 2 secondes, ils sortent 3 bandes-annonces pour un film Netflix. Ouais. Moi, j'ai pas regardé non plus. Ça va quoi. Surtout que le projet, je l'attends pas, tu vois. Donc le film sera bien ou le film sera pas bien, mais bon. Tu as vu quoi comme film de gangster avec Martin Scorsese? Avec Martin Scorsese je peux te dire des films de gangsters comme ça, maintenant je sais pas si c'est Martin Scorsese, j'ai vu Les Affranchis. C'est pas Scorsese? Ouais, si, c'est Scorsese. Ah, mais il est fou celui-là. Genre, t'as pas aimé ce film? Ah si, mais je m'en fous. C'est juste ça. Okay. Ah, genre j'ai aimé, mais genre, tu vois, autant que j'aime Disney, quoi. C'est 2 films, quoi, voilà. Ah ouais, quand même. Ah ouais, autant que j'aime Disney, gros, franchement. Et vas-y, c'est quoi d'autres films de Scorsese? Casino, déjà, il a fait, je trouve que c'est un peu gangster, on va dire. Oui, c'est un peu gangster. Plus ou moins, ouais. Je l'ai pas vu, Casino. Taxi Driver, c'est pas gangster, mais c'est lui. Non, c'est pas gangster. Main Street, un petit peu. Le Loup de Wall Street, c'est pas gangster. Ouais, c'est quand même pas gangster du tout, ça. Un petit peu. Il y a Hit. Ouais, mais je l'ai vu. Hit, on peut dire que... Non, par contre, Hit, c'est Michael Mann. C'est Michael Mann, hein. C'est Michael Mann. Pas du tout, excusez-moi. Le mec, il joue tout le temps avec Al Pacino et De Niro. Le mec, c'est Martin Scorsese à chaque fois. Il était une fois en Amérique aussi? Ouais. C'est Léon. Mais c'est Léon? Léon était une fois en Amérique. Bah ouais. Les gars, si on dit que de la merde. Ouais, autant rien dire, quoi. Moi, j'associe Martin Scorsese. Si, il y en a. De Niro, ils ont fait un film de mafieux. Scorsese de Niro, ils ont fait Casino et Les Affranchis. Et Main Street, si vous le comptez, moi je le compte, mais. J'allais dire, il y a Main Street aussi, ouais, effectivement. Main Street, là, pour le coup, ouais, c'est totalement. Main Street, Main Street, t'as dit. De quoi? Bon, laissez-nous parler en vue, comment on non, j'ai dit Main Street. Mais je sais pas de quel film on parle. De Main Street? On parle de Main Street? Ok, il a posé la conversation comme ça, je comprenais pas. On parlait des films de Scorsese, donc moi je t'en citais un, voilà, je suis Bon. En tout cas, pour revenir à The Irishman, ce que je vais vous dire, c'est que mercredi, je finis à midi, je rentre chez moi, je ferme les volets, j'éteins tout, et je lance Netflix. Après, la seule chose qui me fait un petit peu peur, c'est que le film dure 3h30. Et ça me fait un peu quoi? Oui, 3h30. Il dure pas 4 heures? Non, 3h30. Non, c'est bon. Si je peux me permettre, les gars. Si je peux me permettre, les gars, moi je vais le regarder en 4 fois. 3h30, ça me fait un petit peu peur. Tu vas pas voir le temps passer. C'est Scorsese, tu vas pas le temps passer. Il paraît qu'on voit pas les 3h30 passer. Il paraît. Il paraît. Oui, il a été diffusé au Festival Lumière à Lyon. Et il a eu de très Ça fait un carton. Non, mais forcément, c'est le festival. De toute façon, toujours les premiers films en festival, c'est toujours le buzz. Mais moi, ça me choque pas. Moi, le 3h30, ça me choque pas. Enfin, il y a beaucoup de films qui durent à peu près 2h50. Ça me choque pas. Ouais, mais là, tu après, si le sujet de base, il te plaît pas, c'est difficile de rester. Si le sujet de base, ça te plaît pas, t'arrêtes le film. Bah non, tu vois, moi, typiquement, le sujet de base, je m'en fous un peu, mais franchement. Je vais regarder le film entier, tu vois, pour voir ce que ça vaut et pour pas critiquer comme des gens le feraient alors qu'ils ont pas vu le film. Mais franchement, 3h30 là. 3h30, ouais. Déjà, tu vois, Endgame, c'est full popcorn, c'est zéro cerveau. Ça dure 2h45. Le film, je l'ai trouvé un peu long. 3h30, c'est nul. Parce que franchement, c'est. Vous arrêtez avec Endgame, ok? Endgame, j'ai pas vu 1 minute passer. Parce que Endgame, la dernière heure est très bien, mais la première heure et demie, mais putain, c'est du néant, quoi. C'est pour ça. Moi aussi, j'ai trouvé ça très long, Endgame, tu vois, parce que la première heure, je me suis fait chier. Moi, justement, tout le long, j'étais en surkiff. À un moment donné, Captain, il prend le marteau, ok? Ouais, mais c'est à la fin. Il prend le marteau, ok? Donc c'est assez fou. Ouais, mais ça, c'est 1 minute sur 2h45, quoi. Donc... Je veux pas le savoir tout le long du film, j'ai kiffé. Non, mais voilà, franchement, 3h30, ça me fait peur aussi, ouais. Je pense que ça serait après. On n'a pas évoqué un problème avec le film. Martin Scorsese? Non, pas Martin Scorsese. Ça vous dérange pas de voir un film de Martin Scorsese sur Netflix? Si par contre, ça, je trouve ça scandaleux, moi. Tout le monde le fait maintenant.
Ça me choque pas, ça me choque pas, tout le monde le fait. Ça te choque pas, tu t'aurais pas préféré le voir en salle? Putain, tu préférerais pas le voir en salle? Bien sûr. Mais j'en ai parlé il y a quelques semaines, sur cette fréquence. Peut-être qu'il est sur Netflix exprès, parce que 3h30, c'était dur à le mettre au cinéma et le vendre au cinéma. Non. Je pense que c'était déjà prévu à la base. Après, c'est lui avec son montage qui a dit que le film durait 3h30 parce qu'il a tout gardé. Quasiment, il a pas quasiment rien cut, on va dire, entre guillemets. Mais non, à la base, le projet, c'est Netflix qui l'a payé. Donc, non, c'est. En fait, mais peut-être qu'il aurait dû, du coup, le charcuter, du coup, au cinéma, plus ou moins. Parce que tu imagines, il aurait peut-être enlevé 30 minutes. Donc, 30 minutes, c'est quand même peut-être essentiel. Donc, il s'est peut-être dit, sur Netflix, hop, vas-y, je peux mettre mon film comme j'ai envie. Et en plus, avec Netflix, il laisse une sacrée liberté quand même. Et puis là, c'est Martin Scorsese. Ils ont dit, tu fais ce que tu veux, à mon avis. Donc, à mon avis, il s'est dit, cool, Netflix, je pourrais. Puis c'est son film qui a coûté le plus cher de tous les temps pour un Scorsese. C'est le plus cher. J'ai envie de vous dire, il s'en fout. Sur Netflix, il y aura plus de personnes qui vont voir son film qu'au cinéma. Clairement. Non, mais ça, oui, certainement. Mais moi, en tant que spectateur, franchement, je suis frustré de regarder ça au canapé, là, comme un rat, qu'aller dans une salle de cinéma, quoi. Franchement, mais ça concerne que quelques personnes comme nous qui sont très passionnées. Non, franchement, moi, je m'en fous. Ah ouais. Scorsese, c'est quand même un public plus cinéphile que. Enfin. Ça, par contre. Donc, je pense que le voir un Scorsese, il va le voir en ciné, quoi. 2 secondes. Non, mais de manière générale, il y a un aspect plus cinéphile. Bah, gros, entre Scorsese et Kubrick, c'est qui le plus cinéphile, tu crois? C'est plus pour Kubrick. Mais Kubrick, c'est moins accessible. Mais Scorsese, ça reste accessible comme cinéma. C'est accessible. Pour moi, c'est pas du tout. Scorsese, ça reste, c'est quand même pas du Spielberg. Tu vois, c'est quand même un peu plus dur. Mais Spielberg, c'est pas pareil. Spielberg, c'est nul, ça n'a rien à voir. Non, oh là là. Le clash. Non, mais franchement, si on prend ces derniers films, Spielberg, c'est pas là, quoi. C'est pas Spielberg, quoi. Tu prends BGG et Ready Player One, pour moi. Moi, Ready Player One, j'ai kiffé. Mais bon, mais c'est pas Spielberg. C'est pas du Spielberg, je suis d'accord. Ça ressemble pas à ce qu'il a fait et son univers. Mais c'est sûr qu'après, Scorsese, c'est moins accessible que Jurassic Park. Après, ça n'a rien à voir, mais je pense que Scorsese parle plus à certaines personnes qu'à d'autres. Je pense que Scorsese, c'est pas familial. Moi, je suis pas d'accord. C'est pas du tout familial. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je veux pas montrer le Loot Wall Street à un enfant de 5 ans, tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, mais au bout d'un moment, bon, c'est normal, tu vas pas montrer un film de boule à un enfant de 5 ans, quoi. Il faut pas. Mais non, mais c'est dans ce sens-là, je pense qu'il veut dire. C'est moins accessible dans le sens où Spielberg, tu peux le montrer à n'importe qui. Bah, genre, tu prends Ready Player One, tu le montres pas à un papy de 80 ans, il comprend rien. Pas su pourquoi. Ouais, c'est pas parce que c'est un masque de VR. Il va faire un téléphone, épilepsie. Mais... Oui, mais là, c'est différent. C'est une histoire d'intérêt, tu vois. Tout simplement. Mais ça va rien dire. Mec, il y a des vieilles ou des vieux qui jouent aux jeux vidéo et tout. Ils vont tout comprendre. Ils peuvent aimer les films d'aventure, tout simplement. Bah ouais. Donc voilà, si ça peut regardez passer. Indiana Jones, quoi. Ouais, les films d'aventure. Bon, ma foi. Si je peux poursuivre. Sur le film, moi ça m'embête, ça me pose problème de voir tous ces films de ces grands réalisateurs, de ces grands réalisateurs ou de ces réalisateurs de cinéma comme Michael Bay en fin d'année sur Netflix. Pour moi, c'est des films qui... Michael Bay plus que Scorsese pour moi. Parce que Michael Bay, ça pète. Ça pète, mais bon, The Irishman, il y a un côté cinéma à l'ancienne. Oui, clairement. Tu te fais une séance privée au ciné, là, et on n'en parle plus, quoi. C'est prévu, vraiment. Non, mais pour moi, il a raison. Regarde, quand tu vois le prochain Fincher, pareil, ça sera sur Netflix. Tu vois, moi, tout ça, je veux le voir au cinéma. Tu vois, moi, ça en même temps, est-ce que vous croyez pas qu'on a raté 150 000 grands films parce que le cinéma, justement, tu peux pas faire ce que tu veux? C'est vrai aussi. Et après, il peut faire ce qu'il veut, donc je me dis dans un sens, mais il y a quand même un côté, une frustration, quoi, de pas le voir en salle, quoi. Mais moi, ce que je pense, c'est faut un jour ça va finir que Netflix, ils vont faire des salles de cinéma Netflix. Mais il y en a déjà en Amérique, hein. Oui, mais un peu vraiment plus, un peu comme fait Pathé Gaumont, quoi, plus développé, tu vois. Plus, franchement. Et peut-être que ça on va y venir à ça, peut-être. Regardez juste pour Once Upon a Time in Hollywood avec de Tarantino, et il me semble que son film durait à peu près 4 heures, c'est ça? J'ai pas de bêtises. De base, 4 heures. Et du coup, apparemment, il voudrait le sortir sur Netflix. Donc ça veut dire qu'au cinéma, il a pas pu le sortir comme il voulait. Donc pareil, lui. Mais bien sûr qu'il a pas pu. Bah voilà, donc si à chaque fois on les bride à chaque fois, je peux comprendre qu'ils se disent allez, c'est bon, ça m'a saoulé. Je pense pas que ce soit forcément les studios qui les brident, même s'ils doivent les brider un peu sur le temps. Je pense que c'est aussi par rapport à l'attention d'un spectateur. C'est sûr que 4 heures assis sur un fauteuil de cinéma, au bout d'un moment, je pense que tu finis. Pour moi, c'est pas ça le problème majeur. C'est pas une histoire de 4 heures. C'est pas une histoire. C'est une histoire qu'ils vont vendre moins de places dans la journée, en fait. Bah ouais, c'est ça. Ah oui, c'est juste ça. J'avais pas pensé à ça. Ouais, bien sûr, j'avais pas pensé à ça. Oui, c'est vrai.
Parce que du coup, 4 heures, ça veut dire que t'enlèves entre 1 et 2 séances par jour. C'est énorme. Non, oui, c'est même beaucoup plus. Peut-être 2 sur 4 heures, c'est possible. Ouais. Peut-être 2 séances. 2 en général. Ouais, effectivement, j'ai pas vu ça comme ça. Ouais, c'est vrai. Mais donc, bon, écoutez, on va passer à la prochaine sortie. The Irishman. Tout le monde est hypé. Très bien. T'as hypé, toi, Manu, ou pas? Tu nous as pas dit. Apparemment. On a perdu. Pour Irishman, ouais, je suis à fond. Mais c'est Scorsese, Pacino, De Niro. Moi, tu me vends du rêve, quoi. Donc, ouais, je l'attends. Ok, bon, si je te vends du rêve, alors. Mais c'est. Enfin, moi, je m'enfermerai à 20h30, puisqu'à midi, je pourrais pas parce que je suis encore en cours, mais. À 20h30, c'est jusqu'au lendemain matin, hein, je te rappelle. Hein. De quoi? Si tu commences à 20h30, c'est jusqu'au lendemain matin. Hein. Pas grave, m'en fous. Ok, bon, ça va. Tout fermé. Bon, un film qui me hype un peu plus pour le coup, c'est À couteau tiré qui sort au cinéma, lui, pour le coup. Gros casting, franchement, incroyable casting. Vas-y, cite-le. Cite les noms au casting. Là, je pourrais te dire qu'il y a Toni Collette, il y a Michael Shannon. Captain America. Ouais, ça fait Chris Evans, juste par contre. Vraiment. Le cul de l'Amérique. Non, juste Chris Evans, hein, vraiment. Il y a Catherine Hepburn aussi. Ouais. Daniel Craig. Jamie Lee Curtis. Ouais. Christopher Plummer. Anna Darmes. Kevin Spacey. Quoi? Non. C'est pas Kevin Spacey à la place de Christopher Plummer? Non, la blague. Non, moi aussi, il était pour la blague. Il est pas le côté, ouais. Okay, ouais. Parce qu'en fait, Kevin Spacey, il avait été remplacé par Christopher Plummer, c'est pour ça. Oui, dans le film de Ridley Scott. Ouais. C'est une petite blague à la con. Ouais. Et du coup, vous l'attendez, vous, à couteau tiré ou pas du tout? Moi, je l'attends. De ouf. Ouais, de ouf. Ah ouais, moi aussi. La bande-annonce, ça m'a donné trop du rêve, là. J'ai dit, waouh, il y a trop d'acteurs de fou, là. Ça fait vachement Agatha Christie pour moi. C'est comme ça qu'il c'est vendu comme ça. J'ai pas vu le trailer depuis le premier. Dans la dernière bande-annonce que j'ai vue, qui était un peu plus moderne, avec une utilisation d'une musique assez électronique, là, ils le vendent comme ça, comme un Agatha Christie qui rencontre Cluedo, ou je sais pas trop comment il l'appelle. Ouais, moi j'allais dire c'est Cluedo en film. Cluedo en film. Ça a l'air pas mal en vrai, ça a l'air pas trop mal. Et le casting, Le casting est exceptionnel. Il fait mal. Ouais, bah écoutez. Et c'est Ryan Johnson derrière, là. Et c'est Ryan Johnson derrière, c'est vrai. Bon, bah, cite pas Ryan Johnson ici, tu vas te faire huer par certains. Non, parce que, alors, attends, oui, Ryan Johnson, on va en parler 2 secondes, hein, s'il vous plaît. Ryan Johnson, il m'a chié à la gueule il y a 2 ans maintenant. Il m'a chié à la gueule. Il m'a baisé sans me dire merci, sans me dire bonjour, tu vois. Avec quoi? Mais avec Star Wars. Mais par contre, parce que je trouve que sa réalisation est très bonne, parce que je trouve que ce mec réalise très bien. Pour moi, il écrit comme une teub, parce que ce qu'il m'a fait sur Star Wars, il m'a sodomisé sans même me lubrifier un petit peu le cul. Mais il a écrit des épisodes de Breaking Bad aussi. Il a réalisé l'épisode de la mouche, notamment. Il a réalisé. Il y a un autre épisode. Mais du coup, voilà, je le déteste pas totalement. Je le déteste pour Star Wars, mais après, sinon, je suis assez curieux et ce film, il me hype en partie parce que c'est Ryan Johnson, quand même, tu vois, parce que voilà, je sais faire la part des choses et je trouve que même si j'ai détesté ce Star Wars, il y a quand même des plans qui étaient splendides, certains. Donc, du coup, j'ai hâte et le casting, il est juste dingue, donc très bien. Mais voilà, Ryan Johnson, je le condamne pas à mourir encore. Heureusement qu'il a pas fait un film de Noël, sinon tu aurais condamné à mourir, là. Ah ouais, là, c'était avec Will Smith, ils étaient au cachot ensemble. Un film de Noël trop marrant avec Will Smith. Vraiment, tous tes meilleurs potes, quoi. Mais du coup, en parlant de film de Noël, il y a Last Christmas qui sort avec Emilia Clarke. Ouais, ça sera sans moi. Ça sera sans moi aussi, tu vois. Ouais. Ah bah merci. On en parle. Il y a des gens qui l'attendent vraiment. Je pense qu'il y a des gens qui l'attendent pour Emilia Clarke. Je crois que c'est elle l'argument principal. Parce que c'est Emma Thompson qui écrit, c'est tout. Ouais. Pour le coup, si je dois dire quelque chose, moi ma copine elle a même pas vu Game of Thrones, mais elle a dit ce film là ça me dit bien, on va aller le regarder. Allez, ça c'est pour les ménagères et pour les jeunes femmes. Du coup je suis condamné. Mais parce que attends, Emilia Clarke, quand tu as regardé Game of Thrones, tu vois comment elle joue, et quand tu regardes Terminator Genesis, mais c'est pas une actrice de meuf. Pour moi elle joue mais horriblement mal et non, elle est mauvaise. C'est une actrice porno, non? Ah ouais, elle serait mieux là. Quand même pas. C'est méchant pour les actrices porno. Ouais, parce qu'elle a râlé là en disant qu'on l'a forcé à faire des scènes de nu dans Game of Thrones, blablabla. J'ai vu ça, ouais. Enfin, voilà quoi. J'ai envie de lui dire, tu joues tellement mal que heureusement que tu te fous à poil parce que sinon, putain, c'était triste. Ouais. Il a tué Game of Thrones en 4 secondes. On voit que tu prends pas de pincette, donc bon. Ouais, non, mais parce qu'il faut arrêter de nous faire chier avec des actrices comme ça ou des acteurs comme ça qui sont nuls. Parce qu'elle est nulle. Franchement, elle est nulle.
Ouais, bon, c'est pas grave, ça arrive. Et le problème aussi, c'est qu'ils vendent des films de qualité assez médiocre, parce que ça a l'air vraiment médiocre comme film. Last Christmas ? Ouais. Mais tu vois, ça sort sur Netflix, ça me choque pas. Mais je rate pas non plus, tu vois, pour le coup. Voilà, mais ils le vendent juste parce qu'il y a Emilia Clarke dedans, ils peuvent faire n'importe quoi. Le pire, c'est que je suis sûr que ça va être OK en plus. Enfin, pour les gens vont aller le voir, ils vont être là en mode, oh, trop bien, tu vois. Exactement. Mais ils vont dire c'est sympa en plus, quoi. Il a été diffusé en avant-première. Ouais, voilà. De toute façon, de base, tu sais si le film te plaît ou pas. Et de toute façon, quand tu sors du film, tu savais avant s'il allait te plaire ou pas. Quand tu sors du film, c'est soit c'était OK, soit c'était pas OK, mais tu savais déjà que ça allait pas te plaire. Tu peux être surpris aussi. Ouais, mais ça, j'y crois moyen. Ouais. Pas avec ça, tu vois, pas avec ça, franchement. Il y a des films où tu peux être surpris, mais alors avec ça, mon gars. Non, pour moi, on va pas être surpris. Hein. Moi, je vais aller le voir parce que du coup, Marie, elle veut aller le voir. Tu nous en diras des nouvelles. Je veux pas kiffer, ça c'est sûr. Hein. Vivement la semaine prochaine que tu nous fasses un petit compte rendu. Ouais. Je sais même pas si j'aurai le temps de voir la semaine prochaine, mais je sais, en tout cas, elle m'a dit on va aller le voir, celui-là, ça a l'air d'être. Ah bah, vivement. Du coup, partons dans l'espace avec Eva Green et le film Proxima. Là, je dis oui. Là, je dis oui. Ça a l'air bien. D'ailleurs, les premiers retours sont tombés il y a quelques jours, je crois, 2-3 jours peut-être. Ouais. Excellent. Ah ouais. Excellent. Vraiment, film intimiste. Enfin, vraiment, pareil que c'est très très bien, quoi. Moi, je suis très hypé. Je pense que personne n'a quelque chose contre le projet. Non. Rien du tout. Non. Franchement, j'ai vu la bande-annonce au cinéma, j'étais fou. J'ai dit, ça a l'air d'être dingue. Et par contre, si je ne m'abuse. Excellente actrice. Et elle ne se double jamais, elle. Non, en principe, non, elle se double pas, je crois. Après, j'ai toujours regardé en VO, je crois. Miss Peregrine, elle s'est pas doublée. Ah, peut-être. Je sais pas. Ouais, enfin, Miss Peregrine. Mais dans Penny Dreadful, elle est tellement incroyable. Franchement, Starful. Pour moi, tu sais, Penny Dreadful, est-ce que tu as vu entièrement? T'as vu la saison 1 ou pas? Mais j'ai fini la série, carrément. J'ai tout regardé. Pour moi, j'ai vu que les 2 premières saisons. La saison 1, elle est au-dessus de l'Exorciste. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, non, mais c'est incroyable. Elle est géniale dedans. Moi, j'ai pas vu la série. C'est quoi cette série? Elle est quoi? Elle est sur Netflix? Penny Dreadful, ouais, elle est sur Netflix, ouais. Je connais pas du tout. C'est quoi? C'est un truc d'horreur? C'est une histoire de vampire loup-garou, on va dire. Oui, mais très horrifique. Et puis, il y a quand même un maître derrière la caméra et derrière le projet aussi. Hein. C'est qui? Va falloir que vous arriviez à me hyper parce que j'avoue, vous avez dit loup-garou et tout, c'est pas le truc qui me font kiffer. C'est qui le maître derrière la caméra? C'est pas Bayona qui est sur le projet Penny Dreadful? Ouais. Pour Penny Dreadful, les 2 premiers épisodes, c'est Bayona. Ouais, c'est Bayona. Ah, mais il est parti. Les 2 premiers épisodes, c'est Bayona qui les réalise. Non, franchement, c'est une super série. Moi aussi, je suis pas du tout vampire loup-garou, je déteste ça, mais là, on est vraiment sur un conte assez horrifique. C'est assez, on est dans l'horreur quand même, et franchement, c'est juste génial. Il y a Jean Charest aussi. Et Anto, pourquoi tu dis que c'est au-dessus de l'Exorciste? Du coup, c'est quoi le rapport? Parce qu'il y a une scène d'Exorciste dans la saison 1 avec quelques personnages, et pour moi, j'ai jamais vu une scène d'Exorciste aussi bien faite et aussi crédible que celle-là, franchement. Ouais, tu frappes dans le dos, et puis Eva Green, elle est juste incroyable. Dans cette scène et dans cette série, elle est vraiment incroyable. Je vais la regarder avec Marie. De manière générale, Eva Green, moi je la trouve magnifique. Hein. Même dans les films de Tim Burton, c'est sa nouvelle muse d'ailleurs. Après, dans 300, c'est pas tout ça, quoi, tu vois. Mais j'ai pas vu 300. Ok, tant mieux. Peut-être pas des supplices et des douleurs. Quand elle joue dans les films fantastiques un peu gothiques, je la trouve vraiment. Elle a un charme, c'est magnétique. Si, dans 300, elle est sympa à sa façon. Oui, voilà. Ouais, parce qu'elle est à poil, c'est ça que tu veux dire, quoi. Voilà, elle est sympa à sa façon. Ouais. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est une question qu'on pourrait se poser justement. Est-ce que sans le physique des actrices françaises, elles auraient percé aux États-Unis? Elle, pour le coup, oui, parce qu'elle a quand même du talent. Et Marion Cotillard aussi. Cotillard, elle est pas super, elle est normale, quoi. Moi, tu sais quelque chose par rapport à Cotillard? Je sais pas. Après, j'aime bien la femme, mais l'actrice, je me demande si elle est pas un petit peu pistonnée par son chéri, qui est quand même ami avec beaucoup de monde dans le milieu du cinéma américain. Parce que son meilleur ami, par exemple, à Guillaume Canet, c'est DiCaprio, tu vois, et il a la jeune avec DiCaprio. Enfin, je sais pas, mais. Ouais, mais ce qu'elle a fait dans La Môme, mec, il y a peu de gens qui Ouais, mais moi, j'ai pas kiffé, tu vois, dans La Môme, par exemple. Franchement, j'ai pas kiffé. Mais c'était Edith Piaf. Moi, je voyais pas Marion Cotillard. Ouais, peut-être. Après, quand tu vois comment, tu sais, de ce que nous on entend à Cannes et tout, Joss, franchement, elle a l'air d'être top en tant que femme, ouais. Ah oui, c'est pour ça que je te dis, oui, elle est très appréciée. C'est une femme qui fait des photos avec tous ses fans. Elle est très présente. Elle est vraiment, apparemment, en tant que femme, elle est vraiment top. Là, si on juge en vrai en tant qu'actrice. À mon avis, ça doit lui faire un petit truc de revenir en France aussi.
Oui, certainement. Alors après, est-ce qu'elle aurait percé? Je sais pas. Après, je pense que Guillaume Canet n'est pas, n'y est pas pour rien au fait qu'il y a eu quelques rôles aux États-Unis, je pense quand même. Tu vois, je pense qu'il n'y est pas pour rien. Juste, vite fait, Joss, à quelle heure tu pars déjà? Faut qu'à 11h15, 11h20, je déconnecte, quoi. Ok, bon, faut qu'on accélère un petit peu alors. Okay. Ouais. Mais, pareil aussi, moi. Alors, on va passer aux au visionnage de la semaine. On a pas mal de trucs. Moi, je vais commencer par 2 de mes trucs que j'ai eus. Alors, Joss, tu peux te boucher les oreilles tout de suite si tu veux pas faire un AVC. Merci. Flocon d'amour, je vais passer assez vite dessus. Franchement, moi, comme j'ai dit, j'ai préféré regarder Flocon d'amour que The Mandalorian, très honnêtement. Franchement, non mais franchement, j'ai passé un meilleur moment, tu vois. Non mais Mandalorian, ça va, ça dure 10 minutes. Ouais, mais justement, on y viendra après. Et autre chose, The Morning Show, je savais pas trop où était passé l'argent encore. Donc là, ça fait 5 épisodes qui sont sortis déjà. Je cherchais les thunes. En fait, je les ai retrouvés dans cet épisode-là. Elles étaient cachées sous le lit. Non, c'est faux. non. En fait, il se passe un truc. Vous savez, il y a les incendies, en Californie en ce moment. Ouais. Et il se passe, vous savez, le Morning Show, c'est l'histoire de présentateurs télé. Et il se passe un espèce de truc dans la série qui donne un espèce d'effet méta qui est incroyable. C'est qu'en fait, ils vont couvrir les incendies et ils utilisent des images réelles pour couvrir les incendies physiquement. Donc, tu as Jennifer Aniston et Reese Witherspoon qui se déplacent pour aller couvrir les incendies. Et ça donne vraiment presque un reportage qui est très méta en fait dans la vie. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Et quand tu vois les plans magnifiques qu'ils font et ce genre de trucs, tu comprends mieux où est passé l'argent. Donc, messieurs, franchement, The Morning Show, la meilleure série d'Apple TV+, je pense, et bien meilleure que beaucoup d'autres, donc je vous recommanderais quand même. Vous savez, vous pouvez le voir. On regardera le 5e épisode. Mais tous les épisodes durent 1 heure, parce que le premier dure 63 minutes. Tous les épisodes durent entre 50 minutes et 1 heure, ouais. Ah ouais, faut les caler quand même. Faut les caler, mais en même temps, oui, si tu regardes comment The Mandalorian, après... Mandalorian, tu peux en caler 40 dans la journée. Ah, tu peux en caler 40 dans l'heure, même. Bon, je te cache pas, tu me hype un petit peu quand même pour ta série, mais je trouve que ça sera pas... Enfin, moi, Mandalorian, quand même, j'ai beaucoup de cœur à cette série, mais je crois que je dois être le seul, à mon avis. Non, franchement, non. C'est pas le seul. Hein. Tu regardes les réseaux sociaux, franchement, j'ai l'impression que tout le monde s'est fait laver le cerveau. Personne, les gens ils te sortent quand même la bande son elle est incroyable. Frère, la bande son, moi j'ai rien entendu. Non, ça va, je m'y suis fait maintenant. En fait, ça va, ça rentre dans la tête. C'est pas Star Wars, c'est pas les musiques de Star Wars qu'on a l'habitude d'entendre, c'est sûr. On n'est pas au même niveau, mais ça va, je m'y suis fait. Bah du coup, on va parler de Mandalorian. Je pense que vous êtes sensible aux messages subliminaux en fait. Je pense que c'est pour ça. Vous êtes sensible au désert vide surtout, non? Manipulation. Non, franchement, le deuxième, bon, on est sur 30 minutes. Oui. Ouais, donc ça, voilà. J'étais choqué. Franchement, j'étais choqué. 28 minutes, il dure l'épisode. Mais non, mais c'est justifié, en fait. Non, mais moi, où je suis choqué, c'est après, ils peuvent même faire 10 minutes, je m'en fous, mais moi, j'avais pas vu quand j'ai lancé l'épisode la durée. Et quand l'épisode, il s'arrête, je te promets, j'ai cru que c'est mon truc qui avait planté. J'ai dit putain, on va couper Internet. Et du coup, j'appuie sur le truc, en fait, je relance l'application et tout, et en fait, je vois, ah non, c'était fini en fait. Mais franchement, c'est incroyable. Franchement, une question, The Witcher, ça débarque, les épisodes, ils font 30 minutes. Mais quelle est la première réaction de tout le monde? C'est du foutage de gueule. Ouais, mais c'est pas, pour moi, c'est pas un genre qui se prête à des épisodes de 30 minutes, The Witcher. Oui, alors que The Mandalorian, ça me choque The Mandalorian, tu vois, je connais pas je suis pas familier avec l'univers de Star Wars. J'ai vu ça. Et pour moi, quoi? Lève juste, t'écoutes, ça fait du beau. Merci. J'ai vu ça, moi, et j'ai passé un moment assez agréable, vraiment 30 minutes. The Mandalorian. Alors, toi qui n'avais pas vu les deux épisodes la semaine dernière, on avait commencé à parler du premier, nous, la semaine dernière. Est-ce que tu pourrais revenir peut-être sur le premier d'abord? Vraiment, ton immersion dans la série, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, ce que je craignais, c'est de pas rentrer dans la série, puisque je suis pas un grand amateur de Star Wars, comme j'ai dit précédemment. J'avais peur vraiment d'être éloigné de tout ça. J'avais peur qu'ils citent des références que moi, je n'avais pas en tant que personne éloignée de cet univers, on va dire. Mais franchement, j'ai apprécié. Bon, le premier, j'ai eu du mal. Vraiment, on a ce côté un peu réalisation toute plate, comme tu as dit, désert avec 2 pélos. Moi, j'ai trouvé ça un peu relou. Et même cette histoire de vaisseau, là, où il emmène un alien, je sais pas où, là, j'ai trouvé ça un peu long. Ça fait un peu jeu vidéo. Un petit côté jeu vidéo avec des petites quêtes. En mode, tu récupères ta quête et tes goals, tu te barres et t'as pris 200 XP, quoi. Donc, moi, je trouve ça un peu...
C'est Death Stranding, quoi. J'ai trouvé ça un peu mou, franchement. Death Stranding, c'est mieux à côté. Et à partir du deuxième épisode, vraiment, c'est vrai que j'ai trouvé que la série gagnait en intensité, en intérêt. Bon, c'est vrai que la bande-son, elle est pas incroyable, mais il y a ce petit côté un peu attachant, un peu western. Voilà. Moi j'ai vas-y. Parce qu'après moi j'ai quand même deux qualités. Parce que je rigole sur la série, mais j'ai quand même deux petites qualités à dire quand même aussi. Après, mais vas-y. Le deuxième épisode est mieux. Il paraît que le troisième est bien mieux, mais en même temps le troisième on change de réalisateur, donc c'est aussi peut-être ça. Il paraît que le troisième est vraiment mieux de ce que les gens en disent. Il est sorti hier. Maintenant, mais il y a un truc qui me pose problème, si je peux me permettre, c'est qu'on sait pas en fait où elle va aller la série. Ouais, voilà, c'est clair. Ça me pose problème. Vraiment, je sais pas où elle va aller, je sais pas ce qu'elle veut vraiment raconter. Le problème, c'est que tu vois, tu parlais du personnage là. Bon, je suis d'accord avec toi sur ça. Tu parlais du personnage dans le deuxième épisode qui est un peu plus mystérieux et tout, non? Ouais. Le truc, c'est que dans le premier, moi, je vous rappelle, le mec s'est fait bolos par une larve. Hein. Donc, franchement, pour moi, Pedro Pascal, je l'adore, mais le Mandalorian là. Zéro crédibilité. Mais je suis pas d'accord avec toi parce que c'est limite une qualité pour moi. Il y a un petit côté un peu humain, tu vois, derrière ça, parce que moi j'en ai marre de voir ces héros qui réussissent tout ce qu'ils peuvent. Je suis d'accord. Là, on a vraiment ce côté un peu humain. Moi, je m'attache à ce personnage parce que déjà, j'ai jamais vu son visage. Enfin, je sais que c'est Pedro Pascal, mais j'ai jamais vu son visage. On a vu quelques éléments de son passé, mais on sait pas à quoi il ressemble. Et moi, j'ai réussi à m'attacher à ce personnage alors qu'on l'entend très peu parler. On le voit pas, pardon. Et c'est ça que j'ai trouvé fou. Okay. Je suis totalement d'accord. Toi, dans les qualités que je disais tout à l'heure, la première, c'est le personnage qui en fait qui se prend quand même beaucoup de branlées. Tu vois, dans les deux premiers épisodes, même dans le deuxième, hein, il se prend quand même des branlées. Et moi, du coup, je me suis attaché à lui. Tu vois, parce que il a pas ce côté invincible, ultra cheaté. Tu vois, et ça lui donne un côté un peu attachant. Du coup, tu vas de voir un mec qui se met un peu défoncé, tu vas t'attacher à lui, tu vas avoir de l'empathie pour lui. Et du coup, ça, je trouvais que ça fonctionnait bien. Et après, j'ai trouvé que la course un peu diligence, ça faisait un peu western. J'ai trouvé ça pas mal dans le deuxième. Alors après, c'était trop rapide parce que, comme je t'ai dit, c'est assez fini. J'étais déjà fini. Mais le deuxième épisode avait au moins pour lui le côté où il y avait de l'action. Tu vois, il se passait quelque chose. Alors après, ça reste toujours pour moi aussi vide. Ça raconte toujours rien. Je vois pas ce qu'ils veulent raconter. Et ce qui me dérange un petit peu, c'est Baby Yoda parce qu'il est ultra mignon, c'est clair. Mais des fois, j'ai l'impression de voir une pub sur TF1, tu sais, les pubs pour les jouets pour Noël. Je trouve qu'il force trop dessus, trop sur sa mignonnerie, et tu sens que là, c'est du commercial. C'est la politique de Disney, de toute façon. C'est la politique de Disney, non, mais bien sûr. Regarde, mais moi, dans Star Wars 8, ils ont vendu les porgs. Oui, c'est exactement ça, mais ça m'avait déjà dérangé à l'époque, et là, je trouve qu'ils appuient trop sur Baby Yoda, tu vois. Et ça fonctionne, hein. Moi, ma copine qui déteste Star Wars, je regardais la série, elle me dit, il est trop mignon, elle dit, moi aussi, je vais m'en acheter un pour Noël, tu vois, ça fonctionne, tu vois, voilà. Message subliminal glissé en douce, ça fonctionne. Mais moi, voilà, je trouve qu'on appuie trop sur Baby Yoda, et des fois, ça me choque. J'ai l'impression de voir une pub, surtout quand ça dure que 30 minutes, que vraiment une série de qualité, quoi. C'est ça qui me choque un petit peu. Et toi, après, si je peux me permettre, voilà, en termes de jouets, enfin peut-être parce que Disney+ c'est pas sorti encore en France, mais moi il y a pas de jouets que je ressens en tout cas. Parce qu'on n'est pas sorti, parce que c'est pas sorti en France. Voilà. Tu vois, honnêtement, je pense qu'il y aura pas de jouets sur Mandalorian. Ça m'étonnerait. Je sais pas, je vois pas. Yoda, tu vas voir. Ça a pas l'air. Si c'est prévu aux États-Unis. Ils vont trouver un moyen de leur mettre un peu. Ok, écoutez, je vous redirai ça. En tout cas, j'ai pas eu beaucoup de jouets sur le 9 qui est sorti. Donc déjà, c'est pas fou. Moi, Mandalorian, je sais pas, même quand vous dites les déserts vides et tout, je sais pas, moi je trouve ça fait grande planète. Ok, il y a pas énormément de monde, mais je sais pas, je trouve que ça donne une qualité, une force aussi à la série de voir tout le temps des planètes avec du monde. Parce que si vous regardez bien, dans la planète des Ewoks, il n'y a pas tant de personnes que ça, hein. Il y a par les Ewoks, mais c'est assez vide, hein, finalement. Il y a beaucoup de planètes dans Star Wars qui sont un peu vides. Et là, finalement, ils nous le montrent. Ok, il y a le budget qui fait que. Mais voilà, là, ils nous montrent des planètes un peu vides. Et moi, ça ne me gêne pas plus que ça. Et ça colle au thème un peu western. Bah ouais, c'est ça. Et surtout que là, on est après la guerre qui s'est terminée. Donc, il y a eu beaucoup de morts aussi. Donc forcément qu'il y a des planètes aussi. Là, ils sont en train de tout reconstruire, en fait, quelque part. C'est un peu le bordel. Ouais, mais le problème, c'est que je vois ce que tu veux dire, mais là, je pense que ce que tu dis, ça sert un peu d'excuse à ça. Je pense pas qu'ils ont fait volontairement en disant, tiens, on va pas mettre beaucoup de trucs parce qu'il y a la guerre. Je pense pas. Je pense que, tu vois, que c'est quand même assez limité, qu'ils ont pas un budget non plus autant qu'ils auraient peut-être voulu, certainement. Mais moi, je trouve que, il y a certains plans, ça fait de la peine, hein, sans déconner. J'ai l'impression que c'est un fan film sur YouTube. Franchement, si je peux dire un truc, attention, ça va être énervé ce que je vais dire.
tu raccourcis l'épisode de 5 minutes, tu rajoutes des rires derrière et t'en fais une sitcom et une parodie Star Wars. Excellente la série. Excellente. Oh le salaud. Ah non, mais vraiment. Ouais, mais après, j'aime bien parce qu'on dit ça, on est au 2e épisode. On dit ça, on va attendre peut-être que la série. Il y a combien d'épisodes dans cette série? Il y en a 8, mais de toute façon, on le disait la semaine dernière. Hein. Bah, on sait pas ce qu'il va y avoir après. Il reste quand même 6 épisodes. Non, voilà, c'est ça. Ça va peut-être fou. On disait la semaine dernière, on va attendre de voir ce que ça donne au niveau de cartouche. Mais je t'avoue que 2e épisode, pour moi, je suis pas rassuré. Franchement, un poil au-dessus. Maintenant, le 3, il va peut-être nous redonner espoir. Hein. Il y a un bébé Yoda qui a la force, mec. Ouais, mais voilà, mais le truc, c'est que déjà, faut arrêter de l'appeler bébé Yoda. C'est pas Yoda, quoi. Ouais, je veux dire, ça, on sait pas comment l'appeler. On sait même pas c'est quoi comme espèce. Tu l'appelles lardon vert, là, et voilà. Mais ouais, il a la force, certes. Voilà, il mange des. Je sais pas trop quoi qui traîne par terre. Il mange des pistaches. Je l'ai pas vu, vous me vendez pas du rêve là. Maintenant, je te pose une question. L'argument principal, 90% de ce que j'ai vu moi sur The Mandalorian sur les réseaux sociaux, c'est bébé Yoda. Tu retires ça, qu'est-ce qui se passe? Mais oui, c'est ça, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Le Mandalorian, il est hyper stylé, mec. Même si justement il a ce côté humain et tout, du coup, mais il est quand même très badass quand même. Il sait bien se battre et tout. Après, certes, c'est pas le plus fort du monde, mais rien que lui, l'autre personnage, pareil. L'autre personnage, son pote là, qui l'a aidé et tout, là, l'espèce de cochon marchand là. Voilà, ainsi j'ai parlé. Ouais, parce qu'il a son truc comme ça là, ainsi j'ai parlé. Et lui, il est cool aussi. Ouais. Voilà, t'as le robot aussi là qui tire partout là avec ses 2 guns, il est stylé. Non, mais ça, ça, y a pas à dire. Le robot doublé par Taika Waititi en version originale. Ouais. D'accord, ok. Bah voilà, juste pour dire, voilà, j'ai le fait de tous ces personnages là qui sont hyper intéressants et je trouve hyper attachants. En 2 épisodes, je suis déjà attaché à eux. Mais on l'a plus vu, le robot il est mort? Ben ouais, mais le robot, je sais pas, je me suis attaché à lui. Il va faire un spin-off sur le robot, tu vas être refait. Je sais pas, non mais je sais pas, ils ont cette force à mon avis dans cette série où je suis attaché au personnage. Non mais de toute façon là on taille comme ça, mais évidemment, c'est plus taquin qu'autre chose. On va voir comment la série évolue, on va continuer à regarder, c'est pas méchant et on condamne pas la série évidemment. Et moi qui suis éloigné de l'univers Star Wars, à mon avis, tu vas rester bien éloigné avec cette série-là. Ouais, justement, j'aime bien ce côté un peu. Enfin, c'est pas une série indépendante, mais ce côté un peu intime. Il y a une sorte d'intimité autour du personnage, parce que dans Star Wars, il y a énormément de personnages et moi, je m'y perds personnellement. Tu sais pourquoi tu trouves l'intimité? Parce que dans un plan, c'est le seul truc qu'il y a. Franchement, tu peux t'attacher qu'à ça. Bah oui, c'est ce que j'aime bien. C'est ce qui me pousse à regarder les épisodes. On verra. Peut-être qu'ils ont mis plus de budget dans certains épisodes que dans d'autres. Peut-être dans le final. C'est là, ils ont fait passer 90% du budget dans le final, c'est pas smart. Par contre, j'ai lu une news, je sais pas si c'est officiel ou pas, mais ils comptent développer un film autour de cette série, justement. Oh putain. J'en doute, on en entendrait parler, je pense. Mais au moins, ils mettront peut-être le budget. Si ça sort au cinéma, oui. Non, mais franchement, je sais pas. Mais écoutez, on verra bien, on va passer à la suite, sinon on va être en retard. Mais voilà, on connaît pas la série, en tout cas. Il y a beaucoup de gens qui apprécient. Et je regarderai le 3e avec plaisir, à la limite. Ouais. Voilà, je regardais le 3e aussi, tu vois, y a pas de problème. Maintenant, c'est sûr que c'est pas la série que moi j'attendais personnellement. En tout cas, quand j'ai 10 minutes à tuer, je mettrai le 3e épisode. Tiens, vu que tu vas avoir 10 minutes à tuer là, tu peux nous parler de Dr. Sleep? Ok, Dr. Sleep, j'ai beaucoup aimé. Spoil pas. Non, zéro spoil, pas de problème. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était assez fidèle à l'univers de Shining, l'univers du coup créé par Stephen King. Alors après, c'est tiré d'un roman, la suite et tout ça, donc moi je les ai pas lus, donc je sais pas, je juge que par rapport au film. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça très sympa, j'ai trouvé la réalisation de Mike Flanagan juste excellente. Il me confirme tout le bien que je pensais après sa série. Donc du coup, j'ai adoré. Et j'ai trouvé Rebecca Ferguson juste incroyable dans ce film. Yes, moi je suis content parce que je l'adore cette actrice. Elle est énorme. Tu l'as vu Manu toi, Dr. Sleep? Dr. Sleep, ouais, et agréablement surpris parce que j'attendais pas grand chose et bon, c'est pas le meilleur film de l'année ni quoi, mais mais j'ai bien aimé. Surtout la scène avec le gamin où j'étais pas bien, quoi. Ouais. Ouais, il y a des bons trucs. Ok, bon, écoutez, on va bientôt le voir. Quoi? Faut pas spoiler, mais il y a la scène avec le gamin, elle était quand même assez. Ok. Il y a 2-3 scènes qui sont un peu dures quand même, tu vois. Il y a des scènes qui sont un peu dures. Après, je trouve que la première partie, elle est assez poussive. Elle est un petit peu bizarre, la première partie, mais. Le film est assez long, non? Ouais, il dure 2h30, ouais. Ok, d'accord, ouais. Mais après, Jérôme, tu vas aller le voir quand? Ça démarre et c'est excellent. Jérôme, tu comptes aller le voir quand?
Je sais pas encore, là. Je commence de bosser demain déjà. Donc, je sais pas, je vais essayer d'aller peut-être dimanche prochain. Essaye d'aller le voir avant Last Christmas quand même. J'irai le voir de toute façon, je pense, avant Last Christmas. Donc, moi, je veux le voir sûrement dimanche prochain. Il y a des chances. Ok, ça marche. Bon, est-ce que vous avez vu quelque chose d'autre cette semaine? Ouais, j'ai vu Un jour. Alors, Un jour, recommandé par Jay. Moi, je vais passer par 4 chemins. Je vais donner mon avis assez bref. Attends, juste, vu ta tête là, ça a l'air d'être positif. Oui. Ok, parce que tu souris comme un enfant de 12 ans, donc... c'est partagé. Il y a du bon comme comme moi, peut-être, du coup. Possible. Ok, vas-y. Moi, j'ai trouvé le film globalement assez linéaire et assez balisé. Vraiment. Mais je me suis attaché au couple formé par les deux acteurs, donc James Sturges et Anna Thaoué. Je les ai trouvés super mignons, vraiment super adorables. Ils se cherchent tout au long du film et je trouvais ça super adorable. Mais comme je disais en début de critique, il y a vraiment ce côté hyper balisé où quand ils se trouvent dans une époque, ils sont obligés de citer quelque chose. Sans vous spoiler, je vais vous donner un exemple. À un moment, ça se passe en 1994. Après, on l'a tous vu, donc tu peux spoiler, non? Ah, ok. À un moment, ça se passe... Peut-être Manu, il n'a pas vu, peut-être, ouais. Ah, si, je l'ai vu, ouais. Ah, bah voilà, alors tu peux y aller. Bon, je vais spoiler alors. Ça se passe sur 20 ans. Et chaque année, ils sont obligés de te faire une référence à l'époque dans laquelle ils se situent. Donc, par exemple, en 94, tu as le personnage de Jim Sturges qui va dire « Je vais aller voir Jurassic Park ». Voilà. Ils sont obligés de faire des références. Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas, ils le font tous. C'est des références un peu trop appuyées. Moi, j'aurais aimé des références un peu plus discrètes. Genre, quand ils sont en 1995, il dit « Ouais, j'ai 25 ans ». Tu vois, c'est trop appuyé pour moi. Ça, c'est ce qui m'a dérangé. Après, j'ai trouvé l'ensemble assez touchant et le final vraiment bouleversant et inattendu. Mais c'est un film qui dégage vraiment un message assez fort. Donc, ne pas laisser le temps filer. Ouais, mais si tu regardes dans la vie réelle, concrètement, quand il y a un gros film qui sort, là, style Jurassic Park, tout le monde en parle en vrai. Donc ça me choque pas plus que ça, c'est normal, c'est dans la vie. Non, mais je suis d'accord avec toi, c'est normal, tout le monde en parle, mais il y a ce côté un peu trop appuyé. Genre, regardez, on est en 94, regardez, on est en 99. Alors que, non mais c'est vrai, alors que et à chaque année traversée par les deux personnages, t'as toujours une référence, une grosse référence, et c'est toujours pareil à chaque fois, et c'est ce qui m'a dérangé. Pour le coup, personnellement, ça m'a pas du tout choqué, mais je trouve que par contre que ça se passe sur un jour, sur 20 ans, c'est vraiment l'originalité du film et le truc qui fait que c'est différent d'autres feel good sur le truc. Donc voilà. Et le petit côté british, j'en avais pas parlé, mais le petit côté british, moi je le trouve intéressant. Tu l'as trouvé extrêmement le côté intéressant. british? Je trouve le côté british, tu le trouves partout. Au début, surtout, notamment où elle habite et tout. Ils habitent en Angleterre. Ouais. Donc british du coup. Voilà. Enfin, genre ils vivent. Vraiment ok. Regarde comme ça alors. Voilà, qu'est-ce que tu veux dire, j'aime? Non, rien, je suis d'accord avec toi. C'est qu'il y a le côté british qui est largement différent qu'en Amérique, ce qui fait la différence justement de ce film-là. Donc je suis d'accord avec toi. Maintenant, moi, je voulais pas le citer à la fin, mais comme je vous avais dit, moi, le fait qu'elle décède, ça me sort du film. Franchement, tu vois, c'est le message et tout, mais pour moi, c'est trop. C'est comme dans la vie scolaire, un peu, en fait. Sachant que dans la vie scolaire, on en avait parlé. Merde, peut-être pas tout le monde a vu la vie scolaire. Non, peut-être pas. Si, moi, je l'ai vu. Je l'ai vu pas mal de fois, d'ailleurs. Tu l'as vu, Manu, la vie scolaire? La vie scolaire. Ouais, je l'ai vu, ouais. Ok, donc quand tu l'as vu, Jérém aussi. J'ai vu 3 fois. Oui, j'ai vu, ouais. Ok, quand il y a le jeune qui meurt là, c'est beaucoup moins appuyé que dans Un jour, parce que c'est un personnage qui est très secondaire, mais je t'avais dit aussi en sortant du cinéma, c'est pas un film que je peux voir souvent parce que justement, j'ai ce truc qui fait que le film il est plus lourd à regarder que si ça avait été une comédie, un feel-good de bout en bout. Et dans Un jour, ça s'est vraiment appuyé dans le sens où c'est le personnage principal qui décède. Et moi, ça, vraiment, ça m'embête, tu vois. Mais après, le film est très bien en soi, et je sais que, voilà, il y a plein de gens qui adorent ça, donc tant mieux, tu vois. J'en suis là. Très bonne recommandation, Jay. Vraiment, je te remercie. Écoute, avec plaisir. Mais écoute, moi, je peux parler aussi du film que j'ai vu, en tout cas, qui m'a marqué cette semaine. Vas-y. Non, si on en a parlé la semaine dernière. Ouais, c'est ceux qu'on a maté la semaine dernière, qu'on a parlé. Vas-y. C'est Le Mans 66. On en a parlé la semaine dernière, il me semble. Ouais. Voilà, je l'ai maté dimanche, mais on va dire que c'est pareil. Moi, gros film. À la différence de Joss, qui a trouvé le film sympa, mais peut-être un peu trop long. Putain, je n'ai pas vu
une minute passée de ce film-là. J'ai ressenti chaque course. Le seul regret que je vais avoir de ce film-là, c'est de ne pas l'avoir vu en IMAX. Ça me fout les boules. Ce film-là est puissant, mais d'une force. En fait, j'ai même eu les mains moites pendant les courses et tout, machin. Le jeu d'acteur de Matt Damon et Christian Bale, c'est juste impressionnant. Franchement, je me suis mangé une claque. Je vous le dis direct, c'est ma claque là de fin d'année. Ok. Ah ouais, je conseille ce film. Je sais pas qui l'a vu, qui l'a pas vu. Je sais que toi, du coup, tu l'as vu. Je l'ai vu, ouais. Non, pas vu, non. Ah, je vous je vais passer conseille. la 5e vitesse. Franchement, si vous avez possibilité de le voir en Dolby Atmos ou en IMAX, essayez de le mater comme ça. En Dolby, c'est énorme. Parce que je me suis mangé déjà, rien qu'en classique. C'est une grande salle quand même, à Gaumont. C'était une classique. Déjà, c'était fou. Mais alors là, si vous le matez avec le son qui va avec, oh là là, le frombissement des moteurs, c'est fou, c'est fou. Ok, mais très bien, merci pour ton visionnage et ta recommandation du coup en passant. Ouais, du coup là, je peux que vous recommander ce movie. Tiens, d'ailleurs, justement, comme tu le souhaitais, Jérém, le vrai ou faux, il est retourné un petit peu à l'ancienne formule. Je vais vous donner des versus de réalisateurs. Ah, yeah. Et on va commencer donc, si tu connais pas trop, peut-être Manu, si tu n'avais pas regardé les anciennes. Donc je donne un réalisateur versus un réalisateur et il faut me donner le nom de celui que vous préférez sans vous justifier. Vous justifiez pas parce que franchement, on dit juste le nom. Ok, d'accord. Ouais, tu dis lequel tu préfères. Dans l'ordre logique et comme d'hab, Joss, Romu, Jérém et Manu. David Lynch versus David Fincher. Fincher. David. Fincher. Non, Fincher. Okay. Fincher. Fincher. Ok. Paul Thomas Anderson versus Terrence Malick. Terrence Malick. Ouais, je dirais Terrence Malick aussi, ouais. Thomas Anderson. Et toi Et moi, je dirais Terrence Malick. Brian De Palma versus John Carpenter. John Carpenter. Brian De Palma. Ouais, je dirais John Carpenter, mais parce que je crois que j'ai pas dû voir beaucoup de films. T'as pas vu Scarface ? Ah si, ah oui, c'est vrai, voilà. Ouais, j'arrivais pas à situer un peu ces films. Alors je dirais Apocalypse Now aussi. Ouais. Non, c'est Coppola. Ah, c'est Coppola. Ouais, c'est Coppola, oui. Je les confonds toujours De Palma et Coppola. Pourquoi ? Parce que je sais pas. Parce qu'il y a des A dans les deux noms. Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'il y a tous les deux des lettres, genre. Ça sera De Palma, ouais. Et Manu ? Est-ce qu'on peut dire John De Palma ou pas ? Non, tu peux pas, non. Ah merde. De peu Carpenter. Ok, de peu, très bien. Wes Anderson versus Denis Villeneuve. Denis Villeneuve. Ça va être unanime, à mon avis. Ah, pardon. Désolé pour ce petit bruit désagréable. Non, c'est agréable. Ah ouais ? Non, je connais pas trop ta vie, donc ouais, d'accord. Wes Anderson ? Wes Anderson pour L'île aux chiens ? Pour l'île aux chiens et même pour sa... Enfin, parce que l'île aux chiens que je n'ai pas vu d'ailleurs, je tiens à vous le dire. Ah ouais, je vais te le recommander peut-être dans les prochains jours. Merci. J'aime bien cette mise en scène un peu cadrée, tu vois, parce que je suis hyper maniaque dans la vie et c'est une mise en scène qui m'obsède. Ok. De Villeneuve, à 800 milliards de kilomètres. De Villeneuve. Bah, toi aussi, t'aimes bien raconter ça. De quoi ? C'est genre De Villeneuve, quoi. Il n'y a pas de Denis, quoi. Ça fait deux. Et du coup, toi, Manu ? Wes Anderson. Ok, moi, c'est partagé. Je m'attendais à un Villeneuve, une partagé. Et toi ? Très bien. Personnellement, Denis Villeneuve. Ok. Voilà. Écoutez, merci, messieurs. On va passer directement au recommandement, histoire de ne pas traîner jusqu'à demain. Je vais commencer comme ça, on s'en débarrasse et je vais pouvoir animer le reste. The Leftovers, alors là, si vous aimez pas les petites gâteries, ça va être Susriland, hein, je vous préviens. Donc, je sais que... Manu, est-ce que tu as vu The Leftovers ? Leftovers, j'ai vu, je crois, le premier épisode et... C'est une série, hein, on est d'accord ? C'est une série, ouais. Ouais, donc ouais, je crois que j'ai vu le premier épisode, mais j'ai pas eu le temps de continuer. Voilà, ok, ça marche. Bon, ça tombe bien que tu parles du premier épisode. Série créée par Damon Lindelof, créateur de Watchmen du coup récemment et aussi de Lost. Les deux premiers épisodes, sont réalisés par Peter Berg, réalisateur de Du sang et des larmes, Track à Boston, 22 Miles récemment, mais bon, on va peut-être en parler. Et donc voilà. Alors, il y a quelques jours, si vous voulez, j'ai vu la série il y a quelques années quand elle est sortie en fait.
mais j'avais pas vraiment ce côté cinéphile très analytique et vraiment cinéphile en fait. Et du coup, maintenant, je l'ai bien plus. C'est normal, je suppose, on grandit, on évolue tous. Et j'ai revu la série là. Je me suis refait les 3 saisons que j'ai en Blu-ray. Et j'avais dit, avant de reterminer la série, j'avais dit à Romu que c'était probablement l'une de mes séries préférées. Et maintenant, je vous dis que c'est ma série préférée qui est passée devant Fargo. Fargo que j'adore depuis au moins 4 ans, je crois. Franchement, c'est une série qui est exceptionnelle. C'est une série qui prend son temps. C'est une série qui pose ses personnages. C'est une série qui est magnifiquement interprétée. Les 2 personnages principaux, c'est Justin Theroux, qu'on voit pas beaucoup malheureusement, qui est l'ex-mari de Jennifer Aniston, et Carrie Coon qui a été révélée par la série et que maintenant on voit dans des films de grands réalisateurs. Je crois qu'elle joue dans... Bon, enfin, elle joue avec Villeneuve ou Nolan, un truc comme ça. Et je n'ai jamais vu une série qui traite à ce point-là du deuil et de la famille. Donc, je vais vous expliquer. Le concept, c'est que 2% de la population disparaît d'un coup. Vraiment, il se passe un truc d'un coup. Et on retrouve les personnages 3 ans plus tard. Ça, c'est le premier épisode. Au bout de 10 minutes, on est 3 ans plus tard. 2% de la population qui disparaît, ce n'est pas le pourquoi du comment. En fait, Damon Lindelof, il a dit dès le début, vous ne saurez jamais pourquoi 2% de la population a disparu. Et en effet, pour avoir fini la série, vous ne le savez pas. Et c'est pas du tout le sujet. C'est vraiment un prétexte pour introduire les personnages et le développement de personnages. Donc, comment vous réagiriez, comment les personnages réagissent, pourquoi est-ce qu'il y a des sectes qui se forment, parce qu'il y a des sectes qui se forment. Et au final, moi, je vous le demande aujourd'hui, mais du jour au lendemain, si 2% de la population disparaît, donc vous avez une chance sur 49 que ce soit l'un de vos proches, comment est-ce que les gens réagiraient? Est-ce que vous avez une idée de comment est-ce que les gens pourraient réagir? Bah, je prendrais la tête de 7e fréquence, du coup. C'est disparu, tu vois. C'est pas cool, ça. Hein. Bon, mais on verra pas la semaine prochaine. On verra. Mais personnellement, c'est un contexte que je trouve très intriguant et très intéressant. Et il y a cette espèce de petit côté mystique qu'il arrivait. Tu me contrediras, Jérôme, si jamais je me trompe, parce que je n'ai pas vu entièrement Lost. Il y a cette espèce de petit côté mystique qu'il introduisait dans Lost. Et le fait qu'il se soit fait bâcher à la fin de Lost, notamment parce que la fin n'a pas plu, c'est une erreur qu'il n'a pas refaite avec The Leftovers. Et la fin est absolument parfaite de bout en bout. C'est-à-dire que la série, elle est pensée sur 3 saisons. Elle se conclut en 3 saisons. Et je n'ai jamais vu... en termes de développement de personnage, je pourrais facilement comparer ça à du Walter White. Franchement. Et il y a cette espèce de petit côté mystique qui fait qu'en fait... donc pour vous donner un exemple, la première saison, on suit une tripotée de personnages. D'ailleurs, il y a Margaret Qualley, je ne sais pas si tu l'as reconnue, Jérém, elle a joué dans le dernier Tarantino. Si, ouais, je l'ai reconnue direct. J'ai dit, waouh, stylé. Ouais, tu m'étonnes. Elle était un peu plus jeune, mais bon. Et donc, par exemple... Attends, as-tu pas pensé à la meuf qui joue dans Le Grave? Cette actrice? Ah non, pas du tout pour moi. Je sais pas pourquoi, j'ai un peu pensé à elle, en termes de visage. Ok, ouais, pour moi, non, ils ont même pas les mêmes yeux et tout. Ok, je sais pas, ça m'a... Excusez-moi, c'est juste non, why not, il n'y a pas de problème. Tu pourras couper. Non, mais t'inquiète. Et donc, la première saison se finit. La deuxième saison, elle démarre sur un autre truc. Elle démarre la deuxième saison avec la famille de Regina King, qui joue dans Watchmen. Donc, la deuxième saison, il y a Regina King, et dans la troisième aussi, bref, pas de sujet. Et en fait, t'as l'impression que c'est pas la même série. Et au fur et à mesure des épisodes, il va se passer un espèce de truc, et tu comprends en fait que la série, elle va pas là où tu voulais du tout, mais elle va ailleurs. Et parfois dans un côté un peu mystique, parfois dans un côté pas très mystique. En même temps, quand 2% de la population disparaît, la plupart des croyants ils se disent que c'est Dieu. Enfin, vous voyez le genre de truc on va dire de pensée et de choses que ça peut engendrer au niveau de la race humaine. La BO est composée par Max Richter, qui a signé notamment la BO de Premier Contact. La composition exceptionnelle. Je n'ai jamais vu une série aussi bien composée, à part peut-être Game of Thrones, la dernière saison qui avait vraiment une composition incroyable aussi. Je pense que c'est la série la mieux composée que j'ai jamais vue personnellement. Bon, j'en ai pas vu énormément non plus. Mais, bah écoutez, voilà, c'est ma série préférée. Et vous connaissez peut-être. Je regarde pas les Looney Tunes, quoi, vous voyez. Donc, ouais, t'as une question, c'est ça? Ah ouais, après je pourrais appuyer sur ta chronique après dès que t'auras fini. Ouais, bien sûr. Ouais, et ben vas-y, je t'écoute parce que je sais que t'as vu quelques épisodes. Tu t'es arrêté à l'épisode 5, c'est ça? Épisode 5, ouais, effectivement. Donc, et donc, qu'est-ce que t'en penses, vas-y, pour l'instant? Alors, forcément, je la mettrai pas au niveau d'un post, même si c'est le même. Attends, t'as mis 5 épisodes sur 28 quand même. C'est quoi le bruit en fond, là? Ouais, c'est quoi ton contrat?
Okay. Donc, du coup, de mon côté, moi, j'ai beaucoup apprécié, mais c'est vrai que toi, tu parlais du côté mystique, tu voulais savoir si c'était pareil avec Lost. Lost, forcément, c'est plus, parce qu'en fait, ils vont te répondre à une question, mais ils vont t'en poser 5 autres. C'est le principe de Lost, hein, c'est tout à fait ça. Après, le principe de vous n'allez pas être au courant de ça, Lost, ils le faisaient très bien, ça aussi, hein, c'était un peu leur technique, quoi. J'ai beaucoup apprécié, effectivement, le côté du deuil, et moi, je prends beaucoup sur le côté de la secte. Plus sur le côté de la secte, hein, je spoil rien, hein. Allez, dès le début, dès le premier épisode. Hein. Donc, pour moi, le deuil, c'est eux qui le représentent vachement bien, en fait. Je pense que je pense que je vais en apprendre plus après, hein, sur eux, sur tout et tout, j'imagine. Voilà, Ouais. Alors, la force de cette série, c'est que chaque épisode est meilleur que celui d'avant. À part quelques exceptions, il y a vraiment des épisodes exceptionnels. Globalement, deuxième saison meilleure que la première, troisième saison meilleure que la deuxième, bien que j'ai une petite préférence pour la deuxième, parce qu'il se passe des trucs particulier. Donc voilà, dis-toi que tu as vu 5 épisodes sur 28 à l'heure actuelle. La première saison étant pour moi la moins bonne, bien que pour moi c'est 9 sur 10, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Elle est exceptionnelle, mais notamment grâce au casting et rien que le... je sais pas ce que tu penses de Justin Theroux pour l'instant. Je pense que tu l'as vu dans rien d'autre vu qu'il est pas très connu. Tu parles du shérif, c'est ça? Ouais, c'est le shérif, ouais. Je crois pas l'avoir vu dans d'autres films, mais alors peut-être que je me trompe ou série, hein. Peut-être que je me trompe, c'est possible, mais je crois pas. Et j'aime beaucoup qu'il a joué dans Mulholland Drive. Ouais, voilà. Ça. Ok, mais je l'ai pas vu. Écoute, j'aime beaucoup cet acteur. Je trouve le moment où il y a un moment donné où il va pleurer. Et ben, à un moment donné, rappelle-toi, je t'avais dit que ça faisait longtemps que j'avais pas vu quelqu'un être aussi sincère dans les pleurs. C'était Ryan Gosling qui m'avait fait ça dans First Man. Et bah écoute, quand il a pleuré, et je te jure, j'avais envie de chialer tellement que c'était bourré de réalisme. C'est quoi ça? Ouais. Quelqu'un qui se rase? Oui, pendant l'émission, là. Attends, on parle de Justin Theroux, là. Ah, ça sera ça que... Bon, après, j'ai une question, toi, parce que ça a sonné à la porte de chez Anto, là. Ah merde, il est plus là, du coup, là, Anto. Là, à l'heure actuelle, il est sorti apparemment. Ok, bah Jay, peut-être tu peux me répondre, parce qu'il me dit 28 épisodes, mais c'est la saison 1 qui fait 28 épisodes ou c'est la série totale? Non, du tout, c'est la série totale. Ah, d'accord. C'est très court à regarder. Je crois qu'elle fait 8 épisodes, je crois, le premier, 9 la deuxième, et je crois 8 peut-être la troisième, je me trompe peut-être. Bah, 11 du coup. Ouais, j'allais dire, sinon mathématiquement, il y a un problème. Non, mais ils sont tous inégaux, ils ont tous de nombre d'épisodes, je sais plus. Ok. Non, oui, mais c'est quoi la question? Pardon, désolé les gars, c'était le livre. Il y en a saison, 10 deuxième saison, 8 troisième saison. Et pourquoi seulement 8 pour le troisième? Tu comprends en regardant la série. C'est de regarder. Mais ben voilà, j'espère que... Just, est-ce que je t'ai donné envie ou pas du tout? Ouais, parce que pour un peu expliquer aux autres, cette série que je connais et que j'ai mis depuis un moment parce que y a Damon Lindelof et que je suis fan de Lost et du coup j'ai mis ça un peu de côté. J'avais jamais franchi... Ouais, je sais qu'on a ce point commun là. Et du coup, j'avais mis un peu de côté et je m'étais... Parce que moi, les séries, je mets toujours du temps à regarder. Je suis beaucoup plus film que série. Mais là, du coup, voilà, Anto, il parlait de cette série. Je lui ai dit, vas-y, donne-moi envie et comme ça, je la commence. Et ouais, tu m'as donné envie et je vais la commencer. Je pense que lundi, je démarre. Ok, alors si je peux rajouter un dernier truc. Vous voyez Lost Sûrement l'une des grosses premières séries de Damon Lindelof. Toute l'expérience qu'il a acquis avec Lost, il l'a mise dans The Leftovers. Je peux terminer avec ça. Maintenant, Jérém, toi, par exemple... Attendez, excuse-moi, je suis essoufflé, putain. Toi, Jérém, Lost, c'est vraiment une série extrêmement coup de cœur pour toi. C'est l'une de tes séries préférées, si ce n'est ta série préférée. Et je pense qu'en ça, la nostalgie fera toujours que pour toi, The Leftovers ne sera jamais au-dessus. Exactement. C'est zéro objectivité. Mais après, en étant objectif un petit peu, je sais pas, je trouve que l'importance et l'histoire de Lost est au-dessus parce qu'elle est tellement intéressante. En fait, dès le premier épisode, on est vraiment accro à cette série. Mais après, c'est parce que moi, j'aime cette histoire-là. Ok, bah écoute, pour le coup, moi, je suis plus intrigué par 2% de la population qui disparaît qu'un crash d'avion, mais après, je suppose que c'est très personnel. Voilà, donc ce que je peux dire, c'est qu'il a appris avec Lost et qu'il en a fait The Leftovers. Oui, après, tu peux kiffer Lost et tu peux aussi très bien, sans vouloir comparer, tu peux kiffer notre série. Voilà, c'est ça. En fait, je trouve que c'est différent. La seule comparaison qu'on pourrait faire, c'est que encore une fois, c'est une histoire très mystérieuse et peu commune. Donc, comme dans Lost, en fait, un peu. Donc, finalement, c'est les seules choses qui les rassemblent, mais après, concrètement, ça reste très différent. Où tu m'as donné un petit peu envie, c'est que tu as dit que donc il y a. Allô? Ouais, ça a bugué. Ah merde, pardon. Vous m'entendez?
Moi, ce sur quoi je voulais rebondir, c'est que tu as parlé de la BO de Max Richter pour The Leftovers. Et déjà, il faut savoir que dans Lost, il y a Michael Giacchino à la réalisation de la BO. Et elle est juste incroyable. Mais incroyable. Si je voulais vite fait revenir sur ça, pour moi, c'est celle à la meilleure BO de toutes les séries. Ouais, voilà. Pour moi aussi, à l'heure actuelle, la meilleure BO de série, c'est Lost, Michael Giacchino. Juste incroyable, sa composition. Et du coup, tu m'as donné envie parce que je me dis, du coup, il sait s'entourer, il sait faire des bonnes BO. Et si tu me dis que là aussi, la BO de The Leftovers, ça vaut le coup. Et en plus, c'est un Max Richter, du coup, ça me hype. Elle est ouf, elle est ouf, la tu la trouves ouf? Ah ouais, elle est ouf. Moi, elle me marque, c'est mince. Le générique. Waouh, j'arrivais pas à dire les mots. Le générique est ouf. Ouais. Mais par exemple, quand tu prends la fin du premier épisode, il y a une musique aussi, ou même quand tu prends l'inauguration là peut-être des 4 ans, je crois, de la disparition, la musique aussi est ouf, tu vois. Enfin, je veux dire. Quand ils se battent, c'est ça. Quand ils se battent, c'est ça, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pareil. Mais toute la composition, je la trouve assez folle. Après, c'est juste parce que, à mon avis, je suis beaucoup plus attaché aux musiques de Lost. Il y en a beaucoup que j'aime. Toutes même, je les aime tous. C'est l'ambiance qu'il y a. Je suis pas objectif. Là, sur ça, je suis pas objectif. C'est juste moi, un coup de cœur comme ça. Ok, d'accord. Écoute, Just, tu nous diras ce que tu penses de la BO et de la série. Merci, messieurs, de m'avoir écouté. Puis je vais laisser passer à la recommandation. On n'a qu'à commencer par la tienne, Jérém. Il était temps. Ouais, totalement. Il est temps de passer à sa recommandation ou... C'est le titre du film. Je dois virer de 7ème fréquence. Quelqu'un a vu ce film ou pas? Moi, je l'ai vu. Est-ce que c'est About Me, là, en anglais? Ouais, c'est ça, ouais. Je sais pas si tu peux mettre ça, peut-être, ouais. Mais ce que je te demande parce que tu m'as prêté un Blu-ray, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. C'est About Me, je crois, alors, ouais. C'est les deux, en fait, hein. Ça dépend. Comment on voit les choses. Non, mais je veux dire, c'est le Blu-ray que tu m'as prêté. Ouais, c'est ça, c'est le Blu-ray. Ok, mais je savais pas que c'était About Me, c'est pour ça que je te demande. Ouais, mais c'est ça, c'est une exportation en plus le Blu-ray, donc c'est pour ça qu'il est. Moi, de titre, ça me parle. Enfin, de titre juste. Alors, c'est avec Rachel McAdams. Domhnall Gleeson, c'est le mec qui jouait dans. Qui joue dans Star Wars. Excellent, Domhnall Gleeson. Mais surtout qui m'a marqué, c'était dans Black Mirror. Voilà, quel épisode, je sais plus exactement. Je crois que c'est dans la saison 1, que j'ai pas de bêtises. Et Bill Nighy, je sais pas comment on prononce son nom. Bill Nighy. Il est pas dans. Et il y a Margot Robbie apparemment. Par contre, je me rappelle plus de. Elle a un petit rôle dedans. Voilà, c'est quand ils sont dans la maison. Mais c'est quoi là vos histoires? Vous matez les films ensemble? Ouais, on est comme désolé ça. D'avoir une culture cinématographique. non, franchement, sans Margot Robbie. Voilà, en tout cas, la force de ce film-là, concrètement, c'est ça paraît être un film simple en soi, ça commence vraiment, mais vraiment basiquement, et ça va vite partir sur l'effet papillon. Voilà, un peu dans l'esprit, s'il faut juste comparer sur un film. Pas trop loin dans l'histoire. Je vais pas trop loin dans l'histoire. La seule chose qu'on peut savoir, c'est écrit dans le synopsis, tout simplement. Son père lui révèle un secret, comme quoi on peut voyager dans le temps. Tout simplement. Il lui dit la technique de comment on fait. C'est que les mâles qui peuvent le faire, concrètement. C'est que les hommes. Donc, que les mâles, il a dit. Les mâles alpha, mec. Il n'y a que les mâles alpha qui peuvent le faire. Non, il n'y a que les hommes de cette famille qui peuvent le faire. Voilà, c'est un truc qui je crois que c'est au bout de 18 ans ou 20 ans, je crois, quelque chose comme ça. Bref, il lui révèle comment faire. Et de là, voilà, il va voyager dans le temps et ça va lui faire changer des choses dans sa vie, tout simplement. Donc, comme l'effet papillon, forcément, ce que tu fais, ça va engendrer d'autres choses. C'est juste ça suit cette cohérence-là. Voilà, en termes de voyage dans le temps. Je veux pas en dire plus parce que si j'en dis plus, purée, là je vous spoil, mais alors tout le film, et ça n'a aucun intérêt. Mais c'est très simple comment ça commence. Comment il voyage dans le temps, c'est très simple. Il n'y a pas d'effets spéciaux de dingue et tout, rien du tout. Mais tout est bien, tout est impeccable en fait. Le cheminement de l'histoire se suit mais parfaitement. Je sais pas si je vous ai donné envie. C'est dur de vendre ce film. Spoiler. Du coup, j'en avais entendu parler. Le synopsis. Moi, je suis mitigé en fait. Je crois que ça avait bugué. Non, c'est moi qui réfléchissais, mais je suis un peu long. C'est le matin, ouais. Je sais pas, ça vous a donné envie, vous les gars? Moi, je l'ai vu. Pour le coup, je vais un peu appuyer ce qu'a dit DJ. Après, c'est difficile de trop en dire parce que, voilà, si t'en parles trop, tu spoil, donc il peut pas en dire plus pour le coup. Après, le film, moi, j'ai trouvé sympa. Hein. C'est vraiment un film sympa. Après, je n'irai pas le voir 200 fois, mais c'est vraiment un beau film et c'est un bon moment que tu passes. Et puis, il y a quand même des acteurs qui sont très bons dedans. Tu vois, Rachel McAdams, moi, je l'adore. Elle est très bien. Margot Robbie, c'est toujours le petit bonbon, le petit délice. Voilà.
la perfection absolue. Et donc voilà, du coup le film est très bien, c'est très mignon, c'est très sympa, c'est pas le film du siècle, mais c'est sympa et je vous conseille de le regarder. Vous passerez franchement un bon moment. Si vous l'avez pas vu, que vous hésitez, regardez-le, vous passerez un bon moment sympa. Ok. Moi ce que j'aime bien avec les recommandations de Jay, c'est qu'on a toujours, il recommande assez fréquemment des films un peu feel good, un peu mignons comme ça. Et comme j'ai beaucoup aimé Un jour, je pense que je le regarderai rapidement. Ouais. Rapidement, pourquoi tu vas le passer en x2 ou quoi? Non, mais je vais le regarder incessamment sous peu. Déjà en train de le regarder là, à côté. C'est ça, ouais. Et toi, tu l'avais vu, Manu? Non, j'en avais entendu parler en fait, mais je l'ai jamais vu, mais ça va pas tarder du coup. Je vais m'y mettre de voir pour une fois. Bah ouais, en plus, je l'ai découvert au hasard celui-là. J'ai pris le Blu-ray, il était à Nos, je sais pas à Nos, Action. À Action, ils ont une petite sélection de Blu-ray. C'est là que j'avais découvert Chef, que j'en ai jamais parlé de celui-là. Non. Si, je crois que tu en as déjà parlé, mais vite fait par en recommandation. Ok, mais excellent Chef, ouais. Voilà, peut-être un jour je le recommanderai. Et j'avais découvert ces deux films-là, voilà, et j'ai super kiffé, quoi. C'était des trucs feel good. En fait, tu finis le film, bah t'es bien. Voilà, je ne saurais pas dire plus, t'es bien. T'es mieux qu'un jour ou pas? Parce que moi, t'es mieux qu'un jour. Bah, un jour, la fin est déchirante, mais après, c'est l'histoire m'a mis une belle claque, je trouve. Mais bon, après, ça, c'est chacun son interprétation sur ce film. Très bien, après, il n'y a pas de problème. Si je peux rebondir sur ce que tu as dit par rapport à Un jour, c'est vrai que la fin, elle est dramatique. Mais moi, j'en suis sorti, on va dire, un peu grandi. Parce qu'il y a une morale derrière. Et elle est belle, la morale. Le plan de fin, franchement, j'ai trouvé super beau. Je trouvais super beau. Oui, certes. Moi, je ne dis pas le contraire, c'est juste une question de goût personnel, je suppose. Mais ouais. Mais écoute, merci pour ta recommandation. Je pense qu'on le verra et puis on t'en dira des nouvelles la semaine prochaine. Ouais. Ma reconversion. Moi, ta recommandation, je me suis reconverti, moi, à tout ce qui est Il était temps et tout. Je suis un peu comme ça. Ah ouais, ça va. Si tu peux convertir, on est bon. Alors, Joss, il faut savoir que là, le film que tu vas recommander, je l'ai en Blu-ray. C'est même histoire qu'avec toi, en fait. Donne-moi envie de le voir. Ah putain. Tu l'as en Blu-ray en plus? Bien sûr, je l'ai en Blu-ray. De quoi c'est quoi le film? Alors, attends, on y vient. De The Neon Demon. Film réalisé par Nicolas Winding Refn. Ah, je l'ai aussi, je crois. Personne l'a vu, du coup? Ah non, je l'ai pas, en fait. Ouais, moi, je l'ai pas vu, ça me donne envie, en plus. Alors, bon, déjà, pour resituer le réalisateur, donc Nicolas Winding Refn, c'est celui de Drive, chef-d'œuvre absolu, Only God Forgives, qui divise, Pusher, qui est excellent, bref, un gros réalisateur qui a vraiment sa patte, son style, et qui fait vraiment des choses ultra graphiques. Pour vous situer l'histoire, c'est l'histoire en fait d'une jeune fille qui débarque à Los Angeles pour devenir mannequin. Grâce à sa beauté qui est extrêmement pure, elle va percer tout de suite, elle va avoir une ascension fulgurante, mais du coup forcément ça va susciter la jalousie des autres filles mannequins, même de certains agents presse mannequinat. Du coup le film en fait est une grosse critique du milieu du mannequinat à Los Angeles, mais même en général. C'est-à-dire que le film, il va critiquer la maigreur, il va critiquer l'abus de pouvoir, il va critiquer la violence morale et physique que subissent les jeunes mannequins et même les anciennes, parce que du coup, après 30 ans, t'as un vieux ravelant dans le milieu du mannequinat, donc ça va critiquer tout ça. Le film, en point fort, il a pour lui Elle Fanning, donc celle qui joue la jeune pure. Elle est parfaite dans ce rôle parce que elle a un physique assez atypique. Elle Fanning, elle est jolie, mais un peu froide, on ne sait pas trop. Mais elle est vraiment incroyable dans ce film parce qu'elle a ce côté innocent qui est exactement parfait pour le rôle. Du coup, elle m'a mis une grosse claque au niveau de sa prestation. Après le film, on retrouve les bases de Nicolas Winding Refn, c'est-à-dire que c'est violent. Il y a beaucoup de néons, de jeux de lumière, il y a beaucoup de violence graphique aussi. Il y a 2-3 scènes un petit peu gore, un petit peu sales. Il y a même des scènes dérangeantes, ultra malsaines. Du coup, on est quand même dans une ambiance qui te prend un peu au trip. Tu vois, on a quand même des scènes qui te prend vraiment au trip. Et en fait, le tout est accompagné d'une BO incroyable. La BO de ce film, elle est juste dingue, c'est-à-dire que ça fait un petit peu comme Drive. Tu sors du film, tu vas écouter 2-3 musiques, tu vas les écouter en boucle. Donc c'est Cliff Martinez, non? C'est Cliff Martinez, exactement. Donc c'est un peu, voilà. Le même compositeur, je crois. Ouais. Voilà, même compositeur. Un compositeur aussi de Too Old to Die Young récemment. Exactement. Voilà, c'est un peu son petit binôme rituel. Donc voilà, tout ça fait que voilà, ce film, pour moi, c'est une claque visuelle. Pour moi, ça a été vraiment une grosse claque quand je l'ai vu. Donc, il est sorti il y a 2-3 ans. Et voilà, je vous recommande vraiment de voir ça parce que c'est vraiment pour moi un film, par contre, qui n'est pas accessible à tous. Hein. Pour moi, il faut être quand même assez cinéphile pour l'apprécier. Mais pour moi, c'était juste, voilà, incroyable et c'était magnifique.
2 heures, il est pas, 1h58, je pense, autour de 2 heures, il est pas ultra long. Moi, il y a un truc que je sais à propos du film, est-ce que c'est un spoil? Je connais un caméo, et je crois qu'il est pas très gentil. Est-ce que c'est un spoil ou pas? Je le dis pas parce que, au cas où. Je vois pas ce que tu me dis. Il y a un acteur dedans qu'on s'attendrait pas du tout à voir, tu vois de qui je parle ou pas? Ben non, je vois même pas C'est mon rôle. Je l'ai vu, le film, ça m'est revenu avec le résumé, c'est un mec qui a joué dans un film d'action. C'est un trop spoilé. Ouais, c'est ça, ouais. Vas-y, le dis pas. Je vois même plus. Je vois pas, sérieux? C'est un second Non, rôle. mais en plus, tu l'aimes bien, Joss, t'abuses. En plus, c'est que le film, je le connais par cœur, mais j'ai dû le voir au moins 4-5 fois, tu vois, donc j'ai bien en tête, mais je vois pas de qui on parle. Mais je crois qu'il est pas très gentil, hein, dans le film. Je suis pas sûr, mais peut-être que je me suis fait spoiler. Je crois qu'il est pas très gentil dedans. Ben, je vois plus. Non, mais un film. Écris-le dans le chat. Ah oui, non, ils vont le voir les autres. Je vais t'envoyer en privé, Bon, envoie-le moi en privé parce que je vois plus de qui on parle. Revois-le une 6e fois. Ouais, je revois du coup. Revois-le encore. Je vais demander à moi-même. Moi, je l'ai vu qu'une fois et je m'en rappelle. C'est moi, je t'ai envoyé. Alors, attends, j'ouvre ton message. Ah oui, putain. Mais grave. Putain, mais je suis une merde. Non, c'est pas un spoil. Bon, ça va peut-être leur donner envie de le voir en vrai. Ouais. Donc tu peux le dire si jamais. Ouais, je vais vous le dire, parce que c'est pas un gros spoil. Dans le film, il y a Keanu Reeves. Quoi? Il y a Keanu Reeves dans le film. Ouais. Et en plus, la scène où il y a Keanu Reeves, je suis vraiment con, j'ai totalement zappé ce passage, elle est vraiment classe. La scène est vraiment cool. Il casse des bouches ou pas? Tu verras. Regarde le film. Il est partout, Keanu Reeves, ces dernières années, c'est abusé. Ah ouais, donc oui, il y a Keanu Reeves, il a pas un grand rôle, tu dois 10 minutes dans le film, mais oui, il est c'est vrai. C'est mieux que les comédies romantiques de Netflix, quoi. Ah ouais. Et en plus, il est sur Netflix. Si ceux qui l'ont pas en Blu-ray ou pas, au pire, il est sur Netflix, le film. Bah ouais, je l'ai pas en Blu-ray. Je crois même qu'il est sur le Plex, d'ailleurs. J'ai pas de bêtises. Non, mais il est sur Netflix. Tu te fais même pas chier. Ouais, mais écoute, moi, celui-là, je vais le mater. Ça fait longtemps, de toute façon, que j'ai envie de le voir. Et bah, tout ce que tu dis là, c'est un peu ce que je pensais du film. Donc, je sais pas pourquoi. J'ai pas encore franchi le cap, mais du coup, tu m'as peut-être envie là pour que je le mate la semaine prochaine. Voilà. Ok. Je vais être assez rapide. Okay. Moi, tu m'as donné envie de le voir et c'est un cinéaste que j'apprécie, que je commence à apprécier. Je l'ai découvert grâce à toi, Anto, avec Drive et tous les films qu'il a cités. Only God Forgives et voilà. Donc, on s'était fait, pour te dire, Just, on s'était fait une soirée Drive et Only God Forgives au cinéma. Hein. Ouais, tu me l'avais dit. Et ça, je suis jaloux parce que Drive, je l'avais vu au cinéma, j'avais pris une claque incroyable et je rêverais de Ouais, bah écoute, on t'invitera un de ces quatre quand on aura des moyens. C'est bon. En tout cas, merci beaucoup, Joss. Moi, tu m'as donné envie de le voir, donc je vais le voir un peu. On va vite fait passer à la recommandation de Manu, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps. Manu, moi, ça m'intéresse aussi, ce dont tu veux parler, donc on t'écoute. J'essaie d'aller vite. Alors, je vais vous parler de Terreur aveugle, qui est un film de Richard Fletcher, qui est un réalisateur qui a fait plein de choses pas très connues, mais très intéressantes. Là, c'est un thriller qui est sorti en 1971, avec alors la seule actrice un petit peu connue, c'est Mia Farrow, qui avait joué dans il me semble que c'était dans Manhattan de Woody Allen, il me semble que c'était là-dedans. Et ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui après une chute de cheval, pardon, elle a perdu la vue et elle passe un week-end chez son oncle et sa tante, et en fait, pendant qu'elle passe le week-end, il y a un tueur en série qui s'infiltre chez elle, en fait, chez ses grands-parents, qui tue ses grands-parents, et je m'arrête là, parce que sinon je spoil tout. Donc c'est pas très feel good comme film, vous pouvez vous en douter. Tant mieux. C'est un film que j'aime beaucoup parce que justement, vu que l'héroïne est aveugle, c'est au niveau de la mise en scène, en fait, le réalisateur il va beaucoup jouer sur ce qu'on voit et ce qu'on voit pas, en fait, parce qu'il peut pas faire tout le film dans le noir, sinon ce serait pas très intéressant. Mais il va cadrer pile pour qu'on voie pas, pour qu'on voie suffisamment de choses pour être angoissé et qu'on soit quand même qu'on se projette sur le personnage principal, qu'on soit un petit peu dans son état aussi, quoi. Ok, c'est un revenge movie? Comment? Est-ce que c'est un revenge movie? Alors, je sais plus. Attends, est-ce que tu m'en redis parce que j'ai pas très bien
capté. Est-ce que c'est un film de vengeance? Du coup? C'est... non, je crois pas. Non, tu ne le considères pas comme ça, toi? Ah, on l'a perdu. C'est vrai, ça a bugué, ouais. Il est mort. Il est parti. Excusez-moi, ça bug au mauvais moment. Non, mais enfin, ouais, c'était... Après, c'est un truc... c'est du suspense, ouais, c'est un truc... Pardon. Après, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Je sais pas. Non, bah, t'en as déjà beaucoup dit. Ah, parce que, enfin, je veux pas trop dévoiler, parce que sinon, je spoil le film. Si, je peux vous dire un petit peu, au niveau du tueur en série, ça fait... Enfin, si vous avez vu Halloween, ça vous y fera peut-être un petit peu penser. Ah, je pense que John Carpenter, je pense qu'il s'est beaucoup inspiré au niveau de l'iconisation, je veux dire. Ouais. Du tueur, ok, d'accord. Ça, je pense pour Halloween. Voilà. C'est un slasher, alors, non? Comme ça. Ok. Il n'y a pas grand-chose, enfin, à part vous dire ce qui se passe dans le film, mais bon, ça aurait aucun intérêt, quoi. Voilà. Ouais, ok. Ouais, en effet, bah écoute, moi tu m'as donné envie de le voir. Bah ouais, moi aussi, pourquoi pas. Ouais, carrément. Par contre, alors je sais plus, il y avait un truc, en anglais c'est Blind Terror, et ça a aussi un autre titre, c'est See No Evil, parce que je crois qu'il a 2 titres en anglais, me demandez pas pourquoi, mais voilà, si vous voulez le trouver, parce que moi je l'ai en Blu-ray, donc autant je pourrais le prêter à... Je sais pas. Non, mais Antoine va nous le mettre quelque part. C'est notre fournisseur officiel. Pas de problème, monsieur. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Pas de souci, on organisera ça. Ok. J'espère que ça vous a plu, cette édition de 7ème fréquence. Et puis, on se dit à bientôt. Allez, à la semaine prochaine. Ouais. À bientôt. Allez, excusez-moi, je vous dis à bientôt maintenant, j'ai coupé sans faire exprès. Ah, ok. Bon, à bientôt. Ouais, ciao. Ciao. Ciao, les gars. Ciao, Joss. Ciao.